Ça me fait beaucoup plaisir que tu sois là avec moi aujourd'hui. En fait, je t'ai découvert par le podcast de Sans filtre. C'est là la première fois que je t'ai entendu parler de l'Iran. Ça va être le sujet aujourd'hui, des femmes en Iran. Puis ça m'a fascinée parce que je suis quelqu'un qui adore, tu sais, m'instruire puis apprendre des choses. Mais mon cerveau a de la misère. Quand j'écoute quelqu'un, j'ai essayé d'écouter un podcast sur qu'est-ce qui se passait en Ukraine. Puis, mon cerveau, il décrochait, tu sais. Puis là, il fallait que je recule, puis parce que j'avais perdu un bout, tu sais, de qu'est-ce qu'il disait. Puis quand toi, t'as passé au podcast, j'ai dévoré qu'est-ce que t'as dit. Ça m'a tellement fascinée à quel point que j'ai eu une facilité à t'écouter. Euh, tes paroles, je les buvais. Tu sais, c'était vraiment là, c'était de toute beauté. J'étais contente de t'entendre. Honnêtement, je t'ai écouté 3 fois le podcast au complet Waouh, waouh. parce que j'adore comment tu racontes l'histoire, j'adore ta voix, j'adore tout. C'est gentil, Donc, merci. voilà, je suis vraiment, vraiment contente que tu sois avec moi aujourd'hui pour faire découvrir à mon public, à moi, l'histoire des femmes en Iran. Donc, tu t'appelles Annie Ziaé. Exact. Et est-ce que tu peux décrire ton titre, en fait? Comment tu te... Oui, écoute, d'abord, tout d'abord, merci. Merci pour ces beaux mots. J'avais aussi, je t'en ai un petit peu parlé sur le chemin en arrivant, mais ça m'a beaucoup touchée. Ça m'a énormément touchée que tu prennes contact avec moi. Le fait d'avoir aussi ce genre de retour quand on fait un podcast et qu'on parle des sujets souvent très complexes, des sujets très sensibles et que on est audible, il y a une compréhension, il y a une attention, il y a une écoute, ça fait très très plaisir. Hmm. Donc vraiment merci pour ça et merci pour ta belle invitation. Je suis très très contente d'être là. On a beaucoup de choses, de beaucoup de sujets, beaucoup de Oui, choses à se ouais. dire. Alors pour mon titre, revenons, soyons sérieuses. Revenons au titre. Donc je suis attachée à la chaire Raoul d'Endurant à l'UQAM, donc c'est un centre de recherche. Et donc voilà, j'ai occupé différents postes ces dernières années. J'étais la directrice générale du Centre culturel Georges Vanier. OK. J'écris pour des revues d'art, de cinéma. J'aime beaucoup le cinéma iranien aussi. On pourra en parler si intérêt. Donc voilà, j'écris sur des artistes. Je travaille avec des artistes principalement du Moyen-Orient et principalement iraniens. Donc voilà, j'ai cet exercice de l'écriture. J'aime beaucoup écrire. D'ailleurs, de temps en temps, j'écris pour la presse également. Mais mon occupation, ce qui me prend d'ailleurs le plus de mon temps pour le moment et surtout en fonction de l'actualité iranienne, c'est de faire des cours et des conférences sur l'Iran un peu partout au Québec. J'ai la chance euh, d'avoir au Québec ce réseau. Mm. Je suis souvent sollicitée, je suis souvent invitée, que ce soit aussi à travers les médias avec Radio-Canada. Donc c'est une chance. Je suis très reconnaissante d'avoir cette facilité à travailler Ouais. ici. Et depuis quelques temps aussi, je donne aussi des conférences en France, en Belgique. Je commence un petit peu aussi à temps en temps aller de l'autre côté de l'océan pour justement continuer à parler de l'Iran, continuer à parler de ces sujets-là, à Bruxelles notamment, à Paris. Mon dernier voyage en date, c'était à Genève, donc Genève et Lausanne. Donc c'est aussi intéressant aussi de pouvoir avoir cette chance de voyager, mais toujours pour parler de l'Iran Mhm. et aussi des femmes iraniennes. C'est le fun de voir l'intérêt, tu sais, si présente Oui. sur le sujet. C'est fantastique, tu sais, parce que là, t'es partout, là. Oui, oui, mais C'est le c'est fun. vraiment une chance et je suis moi-même aussi toujours étonnée de voir Ouais. l'intérêt, surtout ici au Québec. Je travaille aussi, par exemple, avec l'université du troisième âge, qui est attachée à l'université de Sherbrooke, l'UTA. Donc ça, c'est vraiment aussi très, très intéressant de voir que partout au Québec, j'ai senti beaucoup d'intérêt, beaucoup de questions, Mhm. que ce soit nos aînés, que ce soit nos jeunes. Tu sais, là, je collabore aussi avec le Collège Maisonneuve, que ce soit à travers les cégeps, les écoles. Je trouve ça toujours intéressant. Différents groupes d'âge, différentes personnes, de différents milieux. Il y a toujours eu un intérêt Ouais.
pour l'Iran, pour mon pays d'origine et pour mes recherches. Et ça, c'est vraiment très inspirant et ça nous encourage à s'améliorer constamment. Mhm. Et c'est ça peut-être aussi que j'aime beaucoup mon sujet, je suis très passionnée par mes recherches, mais quand je reçois aussi ce retour, je me dis, j'ai pas droit à l'erreur. Moi, je dois répondre, je dois être là, je dois être présent, je dois bien répondre aux questions, je Mhm. dois être bien préparée. Et donc, ça nous encourage, en fait. C'est un encouragement. Quand il y a cet intérêt-là, ça nous encourage à aller encore plus loin et à travailler Ouais. encore plus. Je trouve ça le fun aujourd'hui parce que j'ai l'impression que les gens ne s'attendront pas à voir une femme comme toi présentement, tu sais, une Iranienne. Je suis sûre qu'ils s'imaginent autre chose que qu'est-ce que t'es devant moi présentement. Oui, souvent, je sens aussi l'étonnement parce que tu sais, il y a aussi tout le langage du corps. On dit le body language parfois trahit. Ouais, Mais c'est vrai, parfois je sens beaucoup d'étonnement. Les gens ouais, sont surpris, sont étonnés. ouais. Et c'est bien de casser aussi parfois Ben oui, certains clichés, certains tellement. stéréotypes. On est là pour ça. Et on est là pour ça et c'est bien parce que je fais partie, en tout cas moi je me considère et je m'identifie faisant partie d'une autre génération de Mhm, chercheurs. Ce qui est important pour moi, évidemment, je suis très très reconnaissante de tous les milieux universitaires et tout le milieu éducatif qui m'a énormément apporté. Mais je pense aussi que la recherche ne doit pas rester dans le cadre des murs de l'université. Il faut vulgariser la recherche, il ouais. faut aller à la rencontre des gens, un petit peu ce que toi tu fais à travers ce podcast. C'est vraiment dans cet échange-là, je pense aussi qu'on grandit et qu'on évolue. Mhm. Est-ce que tu peux me parler de ce qui est arrivé à Massa Amini? Oui, Je pense que ça va faire, si je me trompe pas, 1 an bientôt. en septembre. OK, En septembre. septembre, oui. Alors, l'histoire de Massa Amini est une histoire tragique qui malheureusement n'est pas j'ai envie de dire, la seule victime, si tu veux, de la répression contre les femmes, si tu veux, la conséquence de ce qui peut arriver éventuellement Mhm, à une femme, à une jeune femme en Iran. Si elle est mal voilée ou si on considère qu'elle ne respecte pas ce fameux code vestimentaire. Au mois de septembre 2022, on a donc cette jeune femme on ne connaît pas exactement les circonstances de son arrestation. On a vu quelques vidéos passer où en fait elle perd connaissance. On sait qu'elle a été hospitalisée pendant 3 jours quand même, c'est assez long, une hospitalisation de 3 jours. Et elle va décéder en fait après 3 jours dans le coma. Les différentes hypothèses, c'est qu'elle a certainement reçu un coup au niveau cérébral, d'où on a parlé justement de sang au niveau de l'oreille interne, mhm, le fait de perdre connaissance. Je veux dire, il y a forte chance, moi je ne suis pas médecin, mais il y a de fortes chances que ce soit la tête qui a été touchée dans un premier temps. Elle a été arrêtée et, si tu veux, la police des mœurs, qui est donc un des organes, qui est l'organe en tout cas par excellence pour contrôler, surveiller le respect de ce fameux code vestimentaire imposé depuis l'avènement de la République islamique d'Iran aux femmes iraniennes, ont considéré cet organe-là, cette police des mœurs, appelée également la police des moralités, a considéré que son voile qu'elle était inappropriée, qu'elle portait pas correctement, si tu veux, le voile. Elle était voilée. Là, on peut mhm. même pas lui faire en fait le procès de dire elle n'était pas voilée. Non, Elle c'est était ça. voilée, sauf que voilà, son voile a certainement dû à un moment donné reculer ou ça a glissé, mais en tout cas, je pense pas qu'elle était dans le non-respect de ce code vestimentaire, mais ça a été considéré comme cela. Et donc, au fait qu'elle a été arrêtée, et suite aux circonstances d'ailleurs qu'on ne connaît pas avec exactitude, le résultat de ça, c'est qu'une jeune fille de 22 ans est décédée pour 2 mèches de cheveux. Mhm, Et c'est ça, si tu veux, ça a été, évidemment, on peut s'imaginer toute l'indignation et la colère que les Iraniens ressentent encore aujourd'hui. Mais je pourrais te parler aussi du cas de Neda. Neda a reçu une balle en 2009 pendant le mouvement vert, qui était aussi un mouvement de contestation contre l'État iranien. Elle va recevoir une balle en pleine manifestation et elle va décéder avant même d'arriver à l'hôpital. Donc malheureusement, si on veut faire un procès, ou en tout cas si on veut mettre les différents cas, il y a beaucoup de victimes, des jeunes gens souvent,
Pas d'ailleurs que des jeunes femmes, mais aussi des jeunes hommes qui vont être arrêtés, qui vont être brutalisés, qui vont subir cette répression qu'on décrit souvent d'ailleurs comme une répression sanglante. Il y a Mhm. vraiment cette violence sans limite à l'égard d'une population civile, une population non armée. Ouais. Je veux dire, Mahsa Amini, son crime, c'était quoi? C'était 2 mèches de cheveux. Ouais. Puis la police des mœurs, si je me trompe pas, il n'y a pas de limite. Elle peut faire qu'est-ce qu'elle veut. Tu sais, elle peut utiliser la violence qu'elle veut sur quelqu'un qui ne respecte pas, selon eux, le code vestimentaire. Absolument. L'ensemble des organes étatiques ont les pleins droits. C'est-à-dire que, de leur perspective, pour faire respecter la loi, les normes morales, les normes religieuses, on va déployer la force. On va déployer tous les moyens possibles et imaginables pour faire respecter. Parce que de leur perspective, c'est quoi? C'est un État qui veut faire respecter l'ordre. Mais c'est ordre à eux, et c'est l'ordre islamique. Et Mhm. donc, ils ont mis en place depuis maintenant 44 ans, puisque ça fait 44 ans que cet État, ce régime existe. Depuis 44 ans, ils ont mis en place toute si tu veux, une structure très moderne d'ailleurs, et très équipée et très solide pour justement surveiller, contrôler et d'être là si on ne respecte pas justement les différentes contraintes, parce qu'on peut appeler ça véritablement des contraintes, c'est-à-dire Mhm. au-delà des normes et des impositions, dans la vie dans le quotidien des Iraniens et dans la vie de tous les jours, les personnes ressentent ça comme une contrainte. C'est, si tu veux, un manquement direct et flagrant à tout ce qui est les droits humains. Et les libertés, on touche ici les questions des libertés les plus fondamentales, quoi mettre sur sa tête, quoi ne pas mettre, Ben comment oui. s'habiller, quoi écouter, quoi ne pas écouter, est-ce qu'on peut danser, on peut pas danser, on peut pas chanter en public, on peut pas danser en public. En fait, on peut pas vivre. Mhm. C'est un petit peu, si tu veux, on se bat pour pouvoir vivre. Ouais. C'est ce combat-là aussi qu'il faut voir à travers les femmes iraniennes. C'est un combat pour la vie. D'ailleurs, le fameux slogan qui a émergé de la mort de Mahsa Amini, et on est passé du slogan à un mouvement. Ce slogan, c'était Femme, vie, liberté. Mhm. Et tu vois, le terme vie est quand même, ce terme-là est quand même fondamental, Ben parce oui. qu'on veut préserver la vie, et la vie dans toute sa splendeur et dans toute sa Ouais. diversité. Parce que là, ça va loin, là. Tu sais, c'est pas de vêtements serrés, pas de manteau en, en haut du genou, quand même. C'est... Ouais, ouais, absolument, ça va très loin. Ben C'est oui. pas de jeans troués à un moment donné, même pour Ouais. les garçons, hein. Donc, pas de vêtements très serrés au corps, pas de plaques collées sur des vêtements qui ont justement, ça c'était au début avec le changement de régime, au début de la Révolution, tout ce qui avait une connotation, par exemple, occidentale, était très très mal Mhm. vu. Le drapeau américain, par exemple, sur un bête t-shirt, c'était pas possible. Imagine, ou le drapeau d'Israël, tu vois, tout devient politique dans ce Ouais. contexte-là. Ouais. Donc porter par exemple euh, quelconque connotation américaine, occidentale sur des vêtements, on était susceptible d'être arrêté. Puis tout ce code vestimentaire a aussi pour but de cacher le corps. On veut Mhm. cacher le corps, et surtout, qu'est-ce qu'on veut cacher, surtout chez les femmes, c'est tout ce qui est les formes. Donc les hanches, si tu veux, la poitrine, la chevelure. On va parler, je pense, bientôt de la question du voile, mais c'est vraiment de cacher le plus possible ce corps. OK. Puis là, c'est le voile, en fait. C'est... Qu'est-ce qu'il représente? Pourquoi c'est si important pour eux? Il faudrait leur poser un jour la question. Mais je te dirais que il y a différentes explications. Il y a une explication anthropologique, il y a une question évidemment religieuse, il y a une réponse sociologique. Si tu veux, avec l'avènement de la République islamique, c'est vraiment une autre vision du monde qui va émerger. Donc, le voile, si tu veux, fait partie de ces considérations de déjà considérer la femme comme une citoyenne de seconde zone,
Et donc de lui imposer de la tête aux pieds, un code vestimentaire. Comme si en fait on lui donnait pas ce choix, mais on lui a jamais donné le choix Mmh. finalement, même, dans toute l'histoire contemporaine de ce pays et même avant, on n'a jamais véritablement demandé aux femmes si elles voulaient porter le voile ou pas. La question du choix, c'était même pas en fait une question, c'était même pas une possibilité, c'était pas une option. Mmh. La chevelure, de leur perspective, donc ça c'est vraiment la perspective de la République islamique d'Iran, c'est que la chevelure dégage en fait, vient avec cette chevelure évidemment toute une connotation de la séduction, OK. du charme, de la féminité. OK. La chevelure chez une femme, bon après voilà, c'est de leur perspective, mais ça peut se comprendre, peut justement, selon eux, dégage, ça c'est vraiment le vocabulaire que parfois ils utilisent, ça dégage une certaine luminosité, OK. qui pourrait justement venir contrecarrer des questions de moralité, d'être dans la séduction, d'être dans le charme, etc. Tout ce qu'en fait on interdit dans l'espace public. Le fait qu'un homme et une femme ne peuvent déjà pas se prendre la main, le fait qu'elles ne peuvent pas justement montrer leur corps. La chevelure fait partie, si tu veux, de cette vision, encore une fois, que tout ce qui peut avoir une connotation sexuelle, sensuelle, de leur perspective, c'est même érotique, alors que, je veux dire, si on est normalement constitué, entre guillemets, une chevelure ne doit pas forcément être, n'a pas forcément une connotation érotique. Mais de leur perspective à Ouais. eux, étant donné que c'est cette lecture-là qu'on va faire de la chevelure des femmes, alors on cache. On cache le plus possible. Et donc, c'est encore une fois pour respecter cette norme morale, cette norme religieuse qu'ils imposent du haut vers le bas. Mmh. C'est fou pareil, hein. Tu sais, je pensais à ça tantôt, hein. Mettons si quelqu'un me prenait, tu sais, mon petit moi, puis qui me déplaçait en Iran, tu sais, en quelques heures, je serais morte. Juste parce que je Oui, suis comme je suis là, mettons, tu ouais, sais. Sans ouais. me changer, là, tu sais, s'il faisait juste me Mhm. prendre comme ça, c'est quelque chose, là. Ouais, C'est quand absolument. même, tu sais, peut-être pas morte, mais tu sais, je serais emprisonnée, je serais, tu sais, j'aurais une conséquence grave, tu Si sais. tu étais iranienne, parce que c'est vrai qu'ils n'ont pas forcément la même attitude quand, par exemple, il y a des ressortissants qui viennent, en tout cas quand c'est des étrangers qui viennent de l'extérieur. Si tu fais vraiment la touriste québécoise ou si tu étais, par exemple, française, parce que moi, j'ai eu parfois cette observation sur le terrain, dès que en tout cas ça c'était surtout il y a quelques années, hein, je parle de ça il y a à peu près il y a une dizaine d'années, quand tu es touriste, par exemple, bon, on voit la couleur des cheveux, on voit de toute façon au physique que c'est pas des Iraniens, soit on est blond, soit on a les yeux clairs. Enfin Mhm. voilà, on a un physique qui fait dire qu'on vient pas du pays. Ils sont un peu, je dirais envie de dire un peu entre parenthèses ou entre guillemets plutôt un peu plus tolérants parce qu'ils se disent bon c'est des touristes, ils viennent pas d'ici. OK. Par contre, si tu es comme tu es et que tu étais iranienne avec un passeport iranien et que tu vivrais en Iran, oui, tu aurais Mhm. certainement eu des soucis, ça c'est certain. Ben, je pensais que ma Samini était en visite. Ça se... C'est une Kurde iranienne, mais si tu veux, les Kurdes vivent sur le territoire iranien. Enfin, OK, je comprends. ils OK. font partie, si tu veux, du pays. Mais elle vient d'une minorité kurde et elle était de passage, en effet, à Téhéran. Elle venait d'une autre ville, mais elle est iranienne. Enfin, c'est ce qu'on dit, les Kurdes iraniens. Bon, l'Iran est une mosaïque de peuples, donc Mhm. il y a énormément de minorités ethniques, religieuses, etc. Mais oui, elle avait fait un déplacement de sa région vers la capitale. OK. Puis toi, t'as grandi là-bas. T'es né là-bas. Oui, exact. OK. Est-ce que tu veux me parler un petit peu de comment c'était dans le temps que toi, t'étais petite là-bas? Oui, ben écoute, oui, moi je suis née à Téhéran, donc dans la capitale iranienne. Mes parents, enfin, on vivait dans le nord de Téhéran. Et j'étais scolarisée, j'ai fait ma première et ma deuxième primaire. Et ce qui m'a le plus, en tout cas ce que je retiens, ben, il y a deux choses. C'est que moi j'ai eu une très belle enfance malgré tout ce contexte, malgré toutes ces restrictions et ces contraintes. Quand on est enfant, voilà, on vit son enfance
je viens d'une famille très grande, très entourée, les cousins, les cousines, les tantes, les oncles, les grands-parents. Et c'est vrai que je garde un très très bon souvenir OK. de mon pays d'origine. Par contre, les souvenirs un peu plus traumatisants, j'ai envie de dire, c'est certain que ça concerne le voile. Quand on est scolarisé en Iran, déjà à la première primaire ou deuxième primaire, nous, on devait porter en fait l'uniforme. Et cet uniforme, c'est donc un manteau avec en fait une sorte de voile, mais qui est vraiment fermé au niveau aussi du cou. OK. On peut pas voir en fait le cou. Donc en fait, c'est même pas un voile qui se ferme au niveau du cou. C'est quelque chose que tu mets sur la tête et qui couvre en fait l'ensemble du haut, et évidemment la tête, les cheveux. Et donc, t'imagines bien que pour un enfant de 6 7 ans, il faut savoir qu'en Iran, à partir du mois de mai-juin, il commence à faire très très chaud. On a quand même des étés où ça va jusqu'à 40 degrés, Mmh. même si l'Iran est un climat continental. Téhéran reste une ville quand même qui a les 4 saisons. J'ai envie de dire plus ou moins maintenant avec le changement climatique, je ne sais pas si on peut parler de saison, mais en tout cas à mon époque et quand j'étais petite, je souffrais énormément de ce code vestimentaire parce que je me sentais étouffée en fait à Mmh. l'intérieur de ce tissu, de ce manteau. Puis quand on est enfant, on a envie de courir, on a envie de jouer. Et cet uniforme, c'était comme une petite prison, c'était comme une cage Mmh. en fait, dans lequel, et je me rappelle toujours le fait de jeter par terre. Bon, et puis aujourd'hui, il y a des femmes iraniennes qui brûlent le voile. Oui. Moi, quand Ouais. j'avais 6 7 ans, quand je venais à la maison, j'arrachais en fait. Je l'arrachais parce que c'était très contraignant. Et même le matin, je me rappelle, même à l'époque, quand j'étais petite, j'étais assez coquette. Et j'aimais pas du tout, je trouvais que ça abîmait en fait mon être, ça abîmait la manière dont je voulais être. Ouais. Voilà, j'avais envie d'être coquette, j'avais envie de mettre des petites pincettes dans mes cheveux, enfin voilà, des choses très simples. Mais j'avais pas envie de ça. Et Mmh. j'ai ce souvenir où je reprochais à ma maman, je lui disais, mais j'ai pas envie de porter le voile. Elle me disait, mais c'est obligatoire, c'est pas moi qui te l'impose. Mmh. Tu vas à l'école, tu dois porter le voile. OK. Donc voilà un petit peu comment on vivait, parce qu'en plus à la maison, nous on avait une autre culture, on avait une autre vision du monde, et à l'école c'était une vision, c'est ce qu'on peut aujourd'hui appeler une sorte de propagande. Donc tu sais, on nous rangeait ça aussi c'est un souvenir que je peux partager avec toi et les personnes qui nous écoutent. On nous rangeait dans la cour d'école, ça c'était à Téhéran. J'avais 7 ans et on brûlait le drapeau américain et on disait mort aux Américains, mort à l'Amérique. Et on devait le dire. Il passait à travers, on était rangés à la queue leu et puis on devait dire mort à l'Amérique, mort à l'Amérique, et on brûlait le drapeau américain. Alors tu sais, quand tu viens à la maison, une des premières questions que tes parents te posent, qu'est-ce que tu as fait à l'école, qu'est-ce que tu as Ouais. appris à l'école aujourd'hui? Mort à l'Amérique, parce que nous, on ne comprenait pas. Si tu veux, Wow. ça, c'est de la propagande. C'est Ben vraiment, oui. j'ai envie de dire, un peu du lavage de cerveau. Et donc, il y avait toute une éducation qui devait se faire euh, du côté de mes parents vis-à-vis de mon frère et moi, en disant non, non, mais on dit mort à personne, déjà, à la base. Tu peux pas souhaiter la mort de quelqu'un. Donc, tu vois, il y avait toute une rééducation qu'il fallait refaire OK. à la maison. Et pour mes parents, c'était très, très difficile parce qu'ils devaient aller un peu à contresens de ce qui nous Mmh. était inculqué à l'école. Est-ce que les garçons et les filles étaient ensemble à l'école? Non, on était OK. séparés. Ça OK. aussi, j'ai un très bon souvenir. Je peux te raconter, j'ai des petites Ben anecdotes. oui. L'école de garçons était juste à côté. OK. Et on avait réussi à faire un trou dans le mur parce qu'il y avait une séparation en bois. Puis on se regardait à travers ce trou qu'on avait tenté de creuser pour qu'on puisse dialoguer. Puis comme évidemment, c'était pas des écoles mixtes, c'est qu'il y avait les écoles des filles et des écoles des garçons, une des manières qu'on communiquait, c'est de se lancer la balle OK. au-dessus du mur. Oui. Donc parfois, ils nous ont lancé la balle pour qu'on puisse quand même communiquer. Puis nous, on gardait un peu la balle, puis on le relançait. C'était très poétique, mais voilà, c'était peut-être notre seule manière à nous Ben de oui. communiquer avec les garçons. Et puis bon, à la sortie des écoles, on allait un petit peu regarder ce qui se passait de l'autre côté. Mais c'est vrai que on nous interdisait. C'était vraiment une OK. séparation. L'espace, si tu veux, social et l'espace public en Iran, il y a vraiment une ségrégation
sexuelle. C'est vraiment un espace qui est divisé, surtout maternelle, école primaire, école secondaire. Après, à l'université, c'est des espaces mixtes. Mais même, par exemple, quand tu rentres dans un auditoire, tu as un côté pour les filles, un côté pour les garçons. Même dans les transports publics, dans un bus, à l'avant ou à l'arrière, c'est les femmes, et vice-versa, c'est les hommes. Et puis même dans le métro, tu as des wagons pour femmes. Et même dans les taxis, maintenant, aujourd'hui, ils ont développé un woman taxi, des taxis uniquement OK. pour les femmes. Ce qui n'est pas parfois plus mal, parce que parfois, il y a tellement d'harcèlement de rue que certaines femmes sont contentes d'avoir quand même un peu leur espace à elles. Ceci étant dit, il y a vraiment une ségrégation sexuelle dans l'espace public. Puis mettons, dehors, là. Mettons, t'es petite, tu jouais avec les enfants alentours. Est-ce que ça, c'est correct de jouer avec un garçon en dehors de l'école? Ça dépend quel âge tu as. Si, OK. disons, j'ai envie de dire la petite enfance, ça pose pas de problème. Mais c'est vrai que parfois, il faut justifier. C'est quoi les liens? Est-ce que vous êtes de la même famille? Est-ce que, bon, moi, j'ai souvenir qu'on jouait souvent avec les voisins. Je te dirais en bas de l'âge de 9 ans, 10 ans, à partir du moment où tu n'es pas dans l'adolescence, Mhm. ça pose pas fondamentalement problème. Ou en fait, après, c'est problématique, c'est à l'adolescence, quand tu commences à avoir des formes, Ouais. quand tu commences à regarder les garçons, quand tu commences à avoir tes premières émotions vis-à-vis de l'autre. Et donc là, évidemment, si tu es dans une logique d'avoir un petit copain, une petite copine, un Mhm. chum, une blonde, vous pouvez pas vous embrasser en public, vous pouvez pas vous donner la main. Même sur une scène de théâtre, les acteurs peuvent pas avoir un contact physique. OK. Donc ça va jusque-là. OK. Puis dans les films, j'imagine qu'il y a certaines choses de bannies. J'imagine qu'il ne peut pas avoir de scènes sexuelles Ah, dans bien les sûr. films iraniens. OK. Absolument. Aucun contact physique, aucune connotation, encore une fois, OK. sensuelle, sexuelle, érotique. Souvent, par exemple, on a des films iraniens où quand on va embrasser l'enfant, c'est comme si on embrassait son conjoint ou sa conjointe. Donc tu vois, on change en fait cette posture-là, parce qu'avec un enfant, on peut lui tenir la main, on peut l'embrasser. Et donc parfois, ils font ce genre de... Enfin, il faut vraiment le savoir, hein. Il y a énormément Mhm. de codes d'ailleurs dans le cinéma OK. iranien, mais c'est surtout quand même en termes de vocabulaire. À aucun moment, par exemple, tu peux parler d'Israël, ou tu peux pas parler, tu peux pas montrer une bouteille de vin, tout ce qui est boisson alcoolisée, puisque OK. l'alcool est interdit. Mais tout ce qui est relation homme-femme, c'est très très légiféré. Pour revenir aux relations amoureuses, si par exemple un jeune homme et une jeune femme sont dans une voiture et qui veulent aller ensemble au cinéma, s'ils se font arrêter par cette police des mœurs, une des premières questions qu'on va leur poser, c'est quoi votre lien? Si vous êtes fiancé, si vous êtes marié, pas de souci, mais il faut alors montrer la preuve. OK. Si vous êtes dans une relation qui considère non officielle, Mhm. là, ils peuvent avoir évidemment, il y a un risque d'arrestation, puis énormément de conséquences. Par exemple, si les jeunes en Iran ont un casier judiciaire, parce qu'on peut malheureusement avoir un casier judiciaire pour ces raisons-là, si on est mal voilé, si on est trop maquillé, si on a embrassé Ah quelqu'un en là là. public. Et si vous avez un dossier, un casier judiciaire, tu peux pas rentrer à l'université, tu peux pas postuler sur certains Mhm. postes. Donc les conséquences de ça vont beaucoup, beaucoup, peuvent aller très loin en fait. OK. Fait qu'ils veulent vraiment, vraiment pas là, que ça arrive. Tu sais, C'est le contrôle, quoi. Ouais, exact. C'est contrôlé. We watch you. Mhm. C'est le Big Brothers. On est là, on vous surveille, on vous contrôle. Et il faut que ça aille dans le sens qu'on vous dicte. C'est ça la vision de ce régime. On est là pour gouverner, on vous dicte et vous devez suivre. C'est une dictate en fait. Et c'est ça qu'aujourd'hui les gens se révoltent, les femmes, les jeunes se révoltent parce qu'ils n'en peuvent plus en fait. Mhm. Ça fait 44 ans qu'on leur dit quoi penser, quoi dire, quoi porter, quoi manger. Ouais. C'est psychologiquement, c'est fatigant en fait. Les gens Mhm. sont fatigués. À la fois, ils sont dans une fatigue, à la fois, ils sont dans la colère et ils sont dans un esprit de révolte. Et on peut comprendre leur révolte à force de leur imposer des choses les plus, j'ai envie de dire, des choses très, très, très anodines jusqu'à des choses Mhm. beaucoup plus importantes. Mais toute leur vie quotidienne est légiférée par ce type de code, de normes,
des Ouais. contraintes. Puis là, cette révolte-là, je peux pas croire que ça va bien, là. Tu sais, dans le sens que s'ils ont pas le droit de faire tout ce que tu me nommes depuis tantôt, ben c'est sûr que si en plus ils se révoltent, les conséquences doivent être... Bah, la conséquence ultime, c'est la mort. Et d'ailleurs, malheureusement, on le voit depuis plusieurs mois, mais c'est une pratique courante. La peine de mort existe en Iran. Mm. Et ça, c'est depuis l'avènement de la République islamique d'Iran. Ils ont éliminé des opposants politiques, ils arrêtent les gens. Et donc, si tu veux, la conséquence la plus extrême, c'est la peine de mort. Et on a vu depuis ces derniers mois, il y a eu plusieurs condamnations et plusieurs cas de peine de mort. La pratique de la peine de mort à l'encontre des personnes qui ont protesté. Et donc ça c'est terrible parce que souvent on se rend compte que c'est souvent d'ailleurs c'était des jeunes qui avaient souvent pour la plupart moins de 30 ans. Donc c'est vraiment des jeunes qui sont dans la cible. Euh, et donc oui, on les arrête. Souvent il n'y a pas de procès équitable. On ne sait pas exactement qu'est-ce qui s'est passé. Mais on va avoir une peine, une condamnation directe, sans dialogue, sans débat. Et donc malheureusement, on a vu, là, il y a encore eu fin mai, il y a eu encore 2 exécutions. D'ailleurs, beaucoup soulignent au niveau des statistiques, on dit souvent, bah, depuis le début de l'année jusqu'à maintenant, c'est à peu près 10 exécutions par semaine, ce qui est quand même énorme. Et c'est qui, en fait va subir la peine de mort? C'est des gens qui ont protesté, c'est des gens qui ont remis en question l'État, qui ont critiqué ouvertement, c'est des gens qui ont parlé sur la place publique. Euh, mais voilà, ça va jusqu'à la mort. Ça va jusqu'à la mort. Ça va enfin, ça va parfois même. Ça prend même d'autres figures. Par exemple, au mois de mars, on a eu aussi le cas des empoisonnements, des intoxications. Là, on a ciblé des écoles. De filles. Donc là, Mm. c'était, étant donné que les écoles de filles et de garçons sont séparées, on a vraiment ciblé des collégiennes, des lycéennes. Et là, on a eu beaucoup de cas des jeunes filles qui se plaignaient tous du même symptôme, vomissement, étourdissement. Il y a eu toute une vague d'hospitalisation. Et là, on s'est rendu compte, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Mais qu'est-ce qui se Mhm. passe? Et c'est là qu'on a pu, suite aux témoignages et les informations qu'on a pu recueillir depuis, c'est que il y a eu des intoxications au gaz. On a utilisé du gaz chimique. Mais où dans le monde on peut accepter ça? Je veux dire, ça va à l'encontre de toutes les Mhm. conventions internationales, du droit international, d'utiliser du gaz chimique à l'encontre d'une population civile et en plus des enfants. Ouais. C'est inacceptable. C'est inacceptable et on peut comprendre évidemment la colère des parents. Il y a des parents aujourd'hui qui veulent même plus scolariser Mhm. leurs enfants, leurs filles. Ouais. Euh, alors là, c'est tout à l'encontre de cette question d'émancipation. Si on veut justement éduquer les filles et les envoyer à l'école, ben, par peur qu'elles meurent, on va les retirer des écoles parce qu'on Ouais. ne veut pas aller chercher un cadavre à l'hôpital, comme le cas de Marcin Amini. Donc voilà, c'est un petit peu le contexte. Et puis, au-delà des collégiennes et des lycéennes, au mois de décembre, par exemple, on a même observé, même à l'université, puisque souvent, par exemple, ils vont cibler ce genre d'espace. Par exemple, l'université de Sharif, qui est une des meilleures universités en Iran, qui est un peu l'équivalent de l'université de la Polytechnique, c'est l'eau qui avait été contaminée. Et donc, quand OK. vous contaminez l'eau, vous exposez presque toutes les personnes, que ce soit dans les résidences universitaires, que ce soit au niveau de l'université, vous touchez énormément de monde. Donc là Mhm. aussi, il y a eu des cas, malheureusement, on a eu des témoignages comme quoi il y avait eu des cas d'intoxication. On va à l'université, puis on est susceptible de se Ouais. faire intoxiquer par l'eau ou par autre chose. Puis tu disais que c'était, tu sais, que ça allait à l'encontre des droits humains, mais pourquoi il n'y a pas un organisme pour ça, tu sais, justement, qui défend les droits humains? Pourquoi personne ne fait rien par rapport à ça? Oui, les Iraniens, c'est ça qu'ils s'attendent, que des organisations à l'international, à commencer par les Nations Unies, qui puissent se prononcer, qui puissent Mhm. punir, qui puissent en tout cas faire quelque chose, parce que certains États et certaines institutions ont parfois plus de moyens que les citoyens iraniens. D'ailleurs, c'était un des slogans en disant le silence est criminel. Le Ben silence est oui. criminel parce qu'ils ont senti qu'il y avait beaucoup de silence. On s'attendait à ce que beaucoup plus de
gens parlent, même si on en a parlé, je pense, quand même dans les médias. Ouais. Concrètement, bon, il y a eu des parrainages politiques. Bon, il faut citer le cas d'Amnesty International. Amnesty International a énormément de cas. Ils défendent beaucoup de personnes qui sont en prison en Iran. Oui, il y a des collectifs qui se mobilisent à l'intérieur, à l'extérieur de l'Iran. Il y a des organismes à droit tous les organismes qui défendent les droits humains se sont mobilisés. Le cas iranien, de toute façon, si on regarde l'Iran, c'est un des plus mauvais élèves de la classe en termes de respect des droits humains. Et puis là, Mhm. c'est tout ce qui touche à la liberté d'expression, la Ouais. liberté de création, la liberté de la pensée. Voilà, enfin, on touche vraiment à tous les droits. Mais oui, il y a des choses qui se font. Il y a eu des campagnes, par exemple, justement, pour soutenir telle ou telle personne qui a été emprisonnée, tel ou tel blogueur, tel ou tel artiste, telle ou telle personnalité. Parfois, c'est aussi des personnalités qui ont déjà une notoriété publique, donc c'est certain que ça Mhm. fait, ça fait un peu plus parler d'eux. Mais ceci étant dit, il y a aussi encore beaucoup de personnes dans l'ombre. Et malheureusement, ce qu'on se rend compte avec du recul, c'est que malgré que des organisations ou des collectifs se mobilisent et ils sont dans la dénonciation, euh, rien ne change. D'ailleurs, quelqu'un disait en Iran, tout bouge, mais rien ne change. Mhm. Je trouve que c'est très, très révélateur de la situation actuelle. Et c'est vrai qu'on s'attend à une institution comme les Nations Unies à prendre vraiment les devants, à vraiment condamner. Puis de l'autre côté, l'Iran, qu'est-ce qu'elle va le gouvernement iranien, c'est quoi sa réponse? C'est de dire, vous pouvez pas, on ne veut pas de l'ingérence dans nos affaires. C'est nos affaires internes. On Mhm. gère l'intérieur du pays comme on le souhaite. Donc c'est pas à la France, c'est pas au Canada de venir nous dicter ce qu'on doit faire à l'intérieur du pays. Donc voilà, le problème c'est aussi ça, c'est que même si à un moment donné, même j'ai envie de dire, il y a eu beaucoup de choses symboliques qui se sont faites notamment au Canada. Moi je suis partie le 2 décembre, nos députés à l'Assemblée nationale ont signé une déclaration commune et transpartisane pour dénoncer ce qui se passait en Iran, ce qui a été d'ailleurs, moi j'oublierai jamais cette journée-là, c'était très 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 émouvant. On a vu François Legault et toute l'Assemblée se lever et applaudir cette déclaration. Bien sûr que c'est important, bien sûr que c'est un geste à saluer, aussi symbolique que ça le soit, mais on se rend compte que malheureusement, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Et c'est un petit peu ça le constat amer qu'on peut faire aujourd'hui, Mhm. c'est que malgré qu'il y a eu des moments, il y a eu beaucoup de dénonciations, la peine de mort existe toujours en Iran. Ouais. Les exécutions se poursuivent. J'ai l'impression que oui, les organismes aident les gens qui sont dans le besoin, comme tu dis, en prison et tout ça. Tu sais, on va essayer de les retirer de là. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas de sanctions données à ceux... Tu sais, on aide les victimes, mais on fait rien pour arrêter ceux en haut qui font ça, tu sais. Fait que je pense qu'il est là le problème Oui, de... Puis, exact. tu sais, ça, ils ont bien beau dire, ben ça ne tente pas, on règle ça à l'interne, mais Colin, les Nations Unies, mettons, sont pas là pour... Je comprends pas Non, pourquoi qu'il y a rien qui peut il être y a une fait. absence, on souligne le silence. Et puis c'est vrai que les gens qui sont au pouvoir en Iran, ils ont les pleins pouvoirs. C'est un pouvoir absolu, il faut pas oublier. Ils ont les pleins pouvoirs. Donc, Comment qu'on le nomme encore, le suprême? le guide suprême, Oui, le oui, guide suprême. OK, Ali là, Khamenei. je veux que tu me parles de ça parce que je trouve ça tellement important de comprendre que ce guide suprême, Oui, oui, c'est que son. ce guide suprême ne peut pas être délogé, si je comprends bien. Oui, 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 tout à fait. OK, explique-moi ça, s'il te plaît. Alors, ça c'est toute là, on va rentrer dans des questions un peu plus complexes et on s'attaque à toute cette architecture Oui, constitutionnelle qui est très complexe, hein, qui est très oui. complexe. Si on prend le nom officiel de l'Iran, c'est une république islamique d'Iran. Avant, ça s'appelait l'Iran et avant ça s'appelait la Perse. Euh, Parlons du cas d'aujourd'hui. Depuis 44 ans, c'est la République islamique d'Iran. Alors comment en fait cette république s'est constituée? À l'époque, la personne qui a fait la révolution et qui a emmené en fait toute cette, si tu veux, cette architecture constitutionnelle islamique, c'est Khomeini. Khomeini était un des opposants du Shah qui a été exilé pendant une quinzaine d'années et il est revenu en Iran d'ailleurs depuis la France, puisque la France
alors ça c'est aussi tout le paradoxe, le pays de la laïcité par excellence, va accueillir pendant 112 jours Khomeini sur le territoire français. Et Khomeini rentre en Iran. Suite au départ du Shah, Khomeini va revenir en Iran dans l'avion Air France. Le chat qui est le roi. Le chat qui est Ouais, le roi, oui, c'est c'est bon. pas le chat, absolument, merci pour la précision. Voilà, on passe alors si tu veux, d'une monarchie Mhm. constitutionnelle à cette forme, j'ai envie de dire, assez singulière d'une république islamique. Et Khomeini, en fait, va s'inspirer, ça va être autre aussi, ça va peut-être vous surprendre, va s'inspirer en fait de la constitution belge et française pour en fait monter la constitution iranienne. Mm. Alors, quand on regarde de l'extérieur, c'est intéressant, et c'est d'où pourquoi on trouve le terme république, parce que même en fait le terme république et islamique, Michel Onfray dirait c'est une contradiction dans les termes. Mhm. Grammaticalement, on peut dire c'est un oxymore, c'est deux termes qui s'opposent. Ouais. Euh, mais c'est justement, ça en dit long en fait sur ce croisement en fait de structures et d'architecture constitutionnelle. Donc tu vas trouver en Iran une constitution, on va avoir des élections en Iran qui sont d'ailleurs tenues à des échéances assez régulières. Il va y avoir un parlement, le Majlis, donc tu as des députés à l'Assemblée, tu as cette constitution, voilà. Donc quand on regarde de l'extérieur, on dit mais oui, mais c'est une république en fait, il y a aussi même une séparation des pouvoirs. Alors on est vraiment étonné, on se dit bah, c'est une république en fait, c'est une Mhm. démocratie. Mais dans le jargon, on peut appeler ça en fait ce qu'on appelle une démocratie de façade, une démocratie, moi j'appelle ça une démocratie plastique. Je trouve que c'est un peu à l'image de nos sociétés de plastique. Si tu veux, en surface, tu as donc cette structure, mais quand tu regardes au niveau du contenu et comment ça fonctionne, là on est vraiment dans ce qu'on peut appeler un régime autoritaire. Souvent Mhm. d'ailleurs, l'Iran est classé dans la catégorie en sciences politiques. Certains le classent dans des régimes totalitaires, mais souvent l'Iran fait partie de cette catégorie régime autoritaire. On peut parler en fait de l'Iran comme étant une théocratie qui à la fois a des pratiques autoritaires et a des pratiques totalitaires. Et donc, pour revenir à ce fameux guide suprême, le guide suprême, si tu veux, dans cette pyramide constitutionnelle, il est au sommet du pouvoir. Mhm. Et quand on regarde, là on tourne à la constitution iranienne, quand on regarde la constitution iranienne et on voit les rouages de ce guide suprême, il a quasi le pouvoir absolu. C'est-à-dire que même s'il délègue à des organes, s'il délègue justement, il y a la séparation des pouvoirs à l'exécutif, au judiciaire, au législatif, lui, il a en fait un droit de veto. Donc, à n'importe quel moment, il peut intervenir. Il a aussi, c'est le chef de l'armée, il a le pouvoir sur les médias, il a le pouvoir sur la police. Là, voilà, on rentre dans Incroyable. ce que c'est un pouvoir absolu. Donc, Ouais. oui, on délègue jusqu'à un certain moment. Et puis, si on est contre telle ou telle voie, d'ailleurs, c'est très fermé, la classe politique iranienne. On ne fait pas rentrer n'importe qui. Il n'y a pas de outsiders. Ils font partie, en fait, des mêmes castes, du même groupement. Mhm. Aucun d'entre eux ne remet fondamentalement en question la République islamique d'Iran. Après, on parle... quand on analyse la vie politique iranienne, on dit ben, il y a les conservateurs, il y a les ultra-conservateurs, il y a les réformateurs, mais aucun d'entre eux ne remet en question Mhm. fondamentalement cette structure-là, et encore moins leurs privilèges, parce que c'est tous en fait des groupes qui sont les privilégiés, c'est une minorité, si tu veux, de minorité, une minorité privilégiée qui est au pouvoir. Et au sommet, tu as ce fameux guide suprême, Mhm. et qui évidemment, là, on dit qu'il est éventuellement malade, et donc lui va choisir son successeur. Donc il n'y a pas d'élection, Mais encore une non, c'est fois. ça. Donc c'est tout... Et dans ce sens-là, évidemment, on est loin d'une démocratie. Ouais. Fait que c'est quasi impossible que ça cesse, dans le sens que c'est lui qui nomme le prochain, fait qu'il prend quelqu'un de son cercle, puis là, ça finit plus, ça va Exact. toujours être comme ça. C'est C'est ça. incroyable. C'est la corruption, le favoritisme, le copinage, le népotisme sont ce sont des moyens de gouvernance. C'est comme ça qu'on gouverne. À moins qu'il y ait un coup d'État. Donc ça, c'est une hypothèse qui a été émise par des observateurs du monde iranien. Une des manières que les choses s'inversent, ou en tout cas que les choses changent, c'est éventuellement que le changement
parte de l'intérieur et que surtout il y ait un coup d'État. Ça, c'est une hypothèse, c'est une possibilité. Je pense qu'on est encore loin de ça, mais comme tu as très bien dit, oui, on voit pas la fin en fait. Mhm. On voit pas comment. C'est un régime qui se tient. La manière justement comme ça a été monté, ça peut parfois trembler, mais ça tombe pas. Mais non, c'est ça. Ça peut pas, à moins qu'il soit éliminé, mais sinon, Colin, OK. J'ai le goût qu'on retourne un petit peu à ton enfance parce qu'on l'a juste survolé un petit peu tantôt. Tu sais, je pense qu'on a arrêté, tu avais 7 ans à peu Oui, près. c'est ça. Là, tu me parlais de ton voile, que, tu sais, Ouais. ben pas ton voile, mais ta tenue. Oui, Est-ce qu'il y a un l'uniforme. terme pour ça? Comment? C'était l'uniforme à l'école, OK, quoi. juste Ouais, l'uniforme. c'était OK, l'uniforme, parfait. mais uniforme composé de ce manteau et du voile. OK. Puis chez toi, là, mettons quand tu l'enlèves, là, cet uniforme-là, là, puis que tu le jettes à terre. Libération. Ouais, c'est ça. Ah oui, c'est Mais de la comment libération. que t'es dans ta propre maison? Tu sais, Ouais, dans la maison, on était libre en fait de porter ce qu'on voulait, petites shorts, petits t-shirts, voilà, les rangs, encore une fois, Téhéran, il faisait chaud quoi l'été, donc mhm. bord de piscine, mais OK. c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis parce que bon, moi, comme un peu comme tout le monde, quoi. L'été, je porte un short avec un bête t-shirt. Et je porte, même plus jeune, je portais des petits tops. Tu sais, on voit Mhm. ton petit nombril, Ouais. etc. Bon, voilà, des vêtements toujours très simples. Mais quand il fait chaud, tu n'as pas 36 000 choix. Tu vas avec ce qui est le plus léger Mhm. et ce qui est le plus confortable. Mais je me rappelle qu'un peu plus tard, par exemple, vers l'âge de 15-16 ans, j'allais sur la terrasse. Et là, les voisins appelaient mon papa en disant votre jeune fille, elle est quand même, elle est pas voilée sur la terrasse, hein. Et mon père, il disait, bah oui, bah écoutez, ben voilà, c'est comme ça. Mais disons qu'à l'intérieur de la maison, on pouvait faire un peu ce qu'on voulait. Mais dès qu'on était observé, Mm. parce que même sur une terrasse, on peut être observé, Ouais. là, c'était même les voisins, c'était même pas le gouvernement. Mais parfois, bon, on avait aussi des voisins, je pense, qui travaillaient pour le gouvernement, mais qui appelaient un peu notre famille à l'ordre en disant, voilà, c'est pas bien. Ou même parfois, il y a au-delà du gouvernement, j'ai envie de dire, il y a des pesanteurs culturelles. Ça se faisait pas pour une jeune fille de porter un petit Mm. top. Voilà, moi, je viens encore de cette génération-là où c'était pas bien de montrer Ouais. ses jambes, ses bras. Bon, en plus, je veux dire, à cet âge-là, on n'est pas du tout dans la sexualité, on n'est pas du tout Mhm. dans la séduction. Voilà, on veut juste jouer, on veut juste porter des vêtements confortables. Et donc, on n'est pas du tout dans ce type de considération, mais je sais que parfois, il y avait des grandes tantes ou des voisins ou que sais-je, des personnes, des générations aussi, même, des générations différentes, souvent des grands-parents, des grands-mères, etc., qui disaient c'est pas bien pour une jeune femme d'être habillée comme ça. C'est pas OK. bien qu'elle porte un short si court. C'est pas bien qu'elle porte un top aussi court où on voit son nombril. Et moi, j'avais adoré la réponse de ma mère à toutes ces femmes aussi, parce que parfois, c'était des conversations entre femmes. Mhm. Euh, Elle leur disait, elle a besoin de la vitamine D. Ma fille, elle a besoin d'être au soleil. C'est bon pour sa croissance. Et donc, elle utilisait l'argument de l'hygiène, mais elle disait, écoutez, c'est important qu'elle puisse Ouais. s'exposer. Bon, à l'époque, on n'était pas dans des considérations, il faut se cacher du soleil, il faut se protéger. Ouais. C'est notre génération, mais elle disait, écoutez, elle a besoin de jouer dehors, elle a besoin d'être au soleil, elle a besoin Mhm. de la vitamine D. Voilà, ça, c'était le genre de réponse que mes parents, ou en tout cas ma maman, tentaient de donner quand ils avaient comme ça ce genre de critique de l'extérieur. Mhm. Quand la visite venait à la maison, là, fallait que tu mettes ton... Non, Non? jamais. Parce qu'on vient quand même d'une famille, j'ai envie de dire, moi je viens, bon j'ai une grand-mère croyante, mais même de sa perspective à elle, ce que j'aimais beaucoup dans la famille, c'est que justement la croyance était de l'ordre d'un choix personnel.
Heu, Si ma mère voulait pas être pratiquante, elle était pas pratiquante. Si j'avais une tante qui voulait être pratiquante, elle OK. pouvait être pratiquante. Donc en tout cas, dans l'enceinte, si tu veux, familiale, chacun était libre un peu de faire, OK. en tout cas par rapport à sa croyance. Et donc non, dans la famille, jamais, jamais, personne, ne nous obligeait à faire quoi que ce soit, ni le ramadan, ni le ramadan, c'est obligatoire, par exemple, à l'extérieur. Pendant le mois de ramadan, il est interdit de prendre une gorgée d'eau. Mmh. Mais c'est vrai que dans la maison, on n'avait pas de contraintes à ce niveau-là. Puis non, non, on ne devait pas du tout porter le voile parce que quelqu'un de l'extérieur rentrait à la maison. Absolument pas. OK. Mais mes parents, si tu veux, ne voulaient pas reproduire à leur tour ces contraintes-là. Donc je pense qu'ils ont même été très laxistes. Tu sais, c'est peut-être aussi une réaction psychologique en disant c'est tellement contraignant à l'extérieur Mmh. qu'à l'intérieur de la maison, on va les laisser faire ce qu'ils ont envie. Bon, après, on était quand même disciplinés, enfin, on pouvait pas non plus faire ce qu'on voulait, mais sur ces questions-là de moralité, normes religieuses, on n'a même pas eu en fait une éducation religieuse. C'est pour te dire à quel OK. point mes parents voulaient pas nous donner une éducation religieuse parce qu'ils disaient, bon, à l'école, on leur bourrassait le crâne avec ça. Mmh. À l'école, justement, à la maison, on doit faire un, on doit aller un peu à contresens peut-être même de ça. Ou alors leur donner l'option qu'il y a autre chose aussi. Mais bon, moi j'ai eu beaucoup de chance parce que si je venais finalement d'une famille croyante, si on était dans une zone rurale, peut-être que j'aurais eu encore une autre éducation, peut-être que Ouais. j'aurais pas eu la chance d'avoir des parents justement aussi ouverts sur le monde. Et je pense aussi que mon frère et moi, on est très redevables de ça parce que on a grandi dans une famille où on nous laissait déjà nous exprimer et on nous laissait vivre. Moi, mon père, il m'a jamais, jamais, de où je me souviens, il m'a jamais fait un commentaire sur mes vêtements OK. ou comment je m'habillais. OK. Est-ce que tu sentais, parmi tes amis que tu étais un peu différente d'avoir des parents comme ça? Est-ce qu'il y avait d'autres personnes alentour de toi qui avaient cette liberté-là, mettons, chez eux? Pas atterrant, parce que je pense que finalement, on côtoie un peu les gens qui nous ressemblent. Donc, dans mes amis, je voyais aussi, finalement, des personnes comme mes parents, il y en avait beaucoup plus qu'on le croit. OK. Mais où je voyais la différence, c'est plus quand, par exemple, on sortait de Téhéran et qu'on allait vers des zones beaucoup plus rurales. Là, je sentais que c'était un peu plus conservateur. OK. Mais sur beaucoup d'autres choses aussi, pas que par rapport au code vestimentaire. Dès qu'on allait dans des zones plus rurales, c'était d'autres codes, c'était d'autres normes, c'était d'autres approches. Mais dans la ville, dans la capitale à Téhéran, moi j'avais l'impression que tout le monde était un peu comme nous. Après, c'est souvent les appels, les réactions, la police des mœurs. C'est Mhm. ça, en fait, qui nous rappelait à l'ordre. C'est, si tu veux, les représentants de l'État, ou quand on allait, par exemple, dans une banque, ou quand on allait à la fonction publique, là, on devait même nous faire un effort de mieux se voiler, OK. de plus se cacher, enfin voilà. Donc, même si tu veux, dans l'espace public, il y avait des endroits où on se sentait un peu plus libre, par exemple dans un parc ou à la montagne. Tu sais, la montagne en Iran, on allait souvent à la montagne avec mes parents parce que c'était un échappatoire, Hmm. parce que la police des mœurs ne montait pas aussi haut. Ouais, OK. Donc en haut, tu sais, les gens boivent de l'alcool, ils OK. dansent. Il y a une autre vie entre les rochers. Mais c'est vrai que quand tu es en ville, tu dois faire attention à Hmm. ce que tu dis, comment tu te comportes, comment tu es habillé. On est observé en fait, c'est une société qui observe. Et même c'est ce qui est parfois un petit peu problématique. Bon, nous on n'a pas eu ce genre de problème, mais parfois c'est les voisins aussi qui sont dans la dénonciation, hein. Mhm. Euh, Moi, je pense qu'on a eu des très bons voisins parce que je ne me rappelle pas de cas traumatisants, mais je sais que parfois, c'est les voisins qui contrôlent, qui observent, qui dénoncent. Si par exemple tu fais une fête, ils appellent la police des mœurs en disant elle fait une fête, ils arrivent, ils arrêtent tout le monde. Enfin voilà, ça, c'est des choses qui sont arrivées en Iran. Ouais, ouais. Puis j'imagine que tu as eu un premier amoureux là-bas. Pas en Iran, Ah j'étais trop non? jeune. Non, non, j'ai quitté OK. quand j'avais 7 8 ans, donc OK, je non. pensais que tu étais adolescente Non, non, quand... non, non. OK. À 15 ans, quand je te dis l'histoire, c'est quand j'avais voyagé en Iran. J'étais OK. repartie parce que bon, on a immigré en Belgique quand j'avais 7 ans. 7 ans et demi, 8 ans dans ces zones-là. Et après, j'ai grandi en Belgique. Moi, d'ailleurs, mon français vient de la Belgique, que j'aime beaucoup, c'est mon pays de cœur.
Et donc moi j'ai grandi en Belgique, mais je retournais donc à l'âge de 15-16 ans. D'ailleurs, quand je retournais, à chaque fois, c'était évidemment à la fois j'étais très très attirée par l'Iran, et une fois que j'y étais, j'étais là, d'accord, là il faut que je réapprenne tout, Mhm. les codes vestimentaires, même la mode, parce qu'il y a toute une mode autour du voile. Mes cousines, elles disaient, ah non, cette année on le porte plus comme ça, OK. on le porte différemment. J'étais là, mais ça a changé depuis l'an dernier. Ah oui, oui, là, tu peux pas faire ça, hein. Ça, c'est vraiment pas. OK. Ça se fait vraiment pas. C'est plus la mode cet été. Donc voilà. Donc moi, dans mon adolescence, je revivais, si tu veux, un peu l'Iran pendant les vacances, pendant des courts séjours. J'y allais parfois 2 semaines, 3 semaines, un mois OK. pendant les congés scolaires. Mais pour revenir aux garçons, ça c'est intéressant parce que j'ai pas eu vraiment d'amoureux, mais il y a eu des tentatives de séduction, de rencontres. Et c'est vrai que ça se faisait de manière cachée, ça se passait sur les toits des maisons. On s'appelait à l'époque, on n'avait pas les cellulaires. Bon, ça me rajeunit pas en disant ça. Mais bon, voilà, moi, quand j'avais 15-16 ans, on n'avait pas encore de téléphone portable. C'est venu un peu plus tard. Mais on s'appelait sur les téléphones fixes. OK. Et on arrivait à trouver avec le bottin et les adresses qui habitaient où. Donc on s'appelait et là, on se parlait au téléphone. Donc la séduction, et si tu veux, la rencontre avec l'autre se faisait dans d'autres espaces, Mhm. dans des espaces différenciés, parce que voilà, dans l'espace public, c'était très, très, très difficile. Après, il y a aussi cette anecdote où pendant un été, là, par contre, il y avait les téléphones cellulaires, mais c'était les vieux, c'était pas encore les smartphones, c'était les petits téléphones. Je sais pas si tu te Ouais. rappelles, les petits Nokia. Et je me rappelle qu'un jour, on roulait, ben là, on était en plein cœur de Téhéran, dans l'embouteillage. Et donc, il y avait un garçon qui nous suivait avec sa voiture. Enfin, eux, ils étaient aussi plusieurs. Nous, on était plusieurs jeunes filles. Et donc, un des garçons lance le téléphone portable dans la voiture. Et après, il appelle. Et il dit, mais là, il faut qu'on se voit parce qu'il faut que il faut que tu rendes le téléphone de mon copain. Oh là là! Donc voilà, il y avait toujours, moi je trouvais qu'il y avait toujours beaucoup de Ouais, créativité c'est ça. dans la séduction, dans la rencontre, et même des toits, parce que parfois il y en a un, il Ouais. était sur un toit, nous on était en bas. Enfin, on essayait toujours de trouver des combinaisons pour pouvoir se parler, se rencontrer, qui pour moi finalement étaient très exotiques. Mais je peux imaginer aussi que dans la vie de tous les jours, c'était pas aussi le fun que ça. Mais les jeunes Iraniennes et Iraniens sont très créatives. Mhm. Et donc, ils se séduisent, ils draguent, ça drague beaucoup en Iran, ça boit beaucoup. Donc, tu vois, malgré les interdits, Oui, oui. finalement, la vie, en fait, continue. Ouais. Ce que ce peuple me surprendra toujours, c'est par sa vivacité et sa lumière dans le néant et dans l'obscurité la plus totale. Et là, on a envie de croire parce qu'on se dit, mais finalement, la lumière va toujours Mm. avoir le dernier mot sur l'obscurité, sur l'obscurantisme, pour faire un jeu de mots. Mais moi, j'ai toujours été frappée de ça, Mm. de voir cette joie, cette créativité, cette force, mais qui sort finalement de choses très, très, très noires, très difficiles, Ouais. très complexes. Est-ce que je trouve ça me fascine quand même que parce que pour moi ça a l'air un peu terrible mettons de rester là-bas, mais là ça me surprend parce que tu m'as dit que tu étais comme appelée à retourner vers l'Iran, tu sais, que tu Mhm. t'ennuies de l'Iran, tu sais, c'est quand même spécial parce que, mettons, je me mets à ta place, puis que là, tu arrives en Belgique, puis que c'est, ben j'imagine que c'était libre là-bas, là, il y Ouais, avait ouais. rien de tout ça, Non, non. puis que tu veuilles quand même, tu sais, qu'est-ce qui Mais t'accrochait, c'est les mettons, là-bas? racines, c'est la OK, racine, c'est à OK. l'appel à la racine, c'est la famille. Comme je te disais, moi j'ai gardé un très bon souvenir de mon enfance. Donc c'est Ouais. certain que retourner chez ma grand-mère, revoir ma famille, mes cousines, mes tantes, mes oncles, mes cousins, c'est sûr que c'était... Et puis on reçoit tellement d'amour, tu sais. Mm. En Belgique, on était seuls. Imagine, je viens d'une famille comme ça. Ouais, ouais. Là, j'ai rien à reprocher à la Belgique parce que c'est vrai qu'on a eu, au moins on a eu la sécurité et on a eu Mhm. la liberté. Ce que je trouve Ouais. qui sont des luxes aujourd'hui, vivre dans la paix
surtout avec ce qui se passe aujourd'hui, vivre dans la paix et dans la sécurité, je pense que c'est ce que tout humain a besoin Mhm. euh, pour pouvoir se développer et d'être heureux. En tout cas, c'est certain qu'en Belgique, on avait ça. Mais ce qui me manquait moi personnellement, c'était tout ce cocon familial, toute cette OK. affection, cet amour finalement qui était donné par la famille. Et c'est vrai que quand je revenais en Belgique, j'étais même un peu déprimée OK. parce que je me disais, et je leur disais, ah mais attends, arrêtez d'être aussi gentil. Parce que moi, je Mhm. vais retourner en Belgique, puis je vais plus avoir toutes ces petites attentions, Ouais. tout cet amour autour de moi. J'avais autre chose. Après, il faut être en mode gratitude. Je veux pas du tout être en mode victime ou en mode dans l'ingratitude. Mais c'est vrai que pour moi, l'Iran, c'était la famille, Mhm. c'était les voyages. On a beaucoup voyagé aussi avec mes parents à travers le pays. C'est un pays magnifique. Il y a les montagnes, on peut skier, on peut aller dans le désert. Il y a des régions magnifiques. C'est un pays où la faune et la flore est incroyable. OK. Pour tous les amoureux de la nature, malheureusement, ils ont beaucoup détruit parce que, comme beaucoup d'endroits, on ne respecte pas l'environnement et l'écologie est malheureusement pas une priorité pour le gouvernement actuel. Ceci étant dit, c'est un pays magnifique. La mer du Nord, par exemple, la mer Caspienne, elle est de toute beauté. Enfin voilà, moi j'ai des souvenirs comme ça qui m'ont Mhm. nourri et que je porte en moi. Et c'est vrai que finalement, on aime le pays, on aime sa culture, on aime son histoire. Mais c'est le régime qui est Mhm. problématique. Et c'est pour ça qu'il faut aussi faire la part des choses. C'est-à-dire que si tu veux, en Iran, tu as vraiment une société à deux vitesses. Tu as une population, tu as une culture, tu as aussi une gastronomie incroyable. Et puis après, tu as un État. Tu as vraiment une vision très obscurantisme du monde qui est perpétuée par l'État. Donc, si tu veux, c'est des confrontations de monde et des confrontations de vision du monde, mais dans un même et seul pays. Mais l'Iran, c'est 3 fois la France aussi. Donc, c'est Mhm. pour donner aussi une idée à quel point c'est un territoire vaste. Donc oui, il y avait des choses qui me manquaient beaucoup, mais bon, finalement, c'est vrai que j'aurais pas pu vivre en Iran. Ces périodes-là, c'était des périodes de vacances, c'était des Ouais, périodes c'est ça. courtes, mais c'est vrai que comme toi, je pourrais pas, et même aujourd'hui, je pourrais jamais vivre sous Mhm. une république islamique d'Iran. Impossible. Puis quand tu y retournais, tu étais adolescente? J'étais adolescente, ouais. OK. J'étais adolescente, Y ouais. a-tu un moment qui s'est passé quelque chose que parce que là, tu as quand même quitté à 7 ans. Fait Mm, que, tu sais, de voir ça avec tes yeux d'enfant versus avec des yeux d'adolescent, c'est différent, j'imagine. bien sûr. Est-ce que quand tu y retournais en tant qu'adolescente, y a-t-il quelque chose qui t'a frappé à un moment donné de faire comme, ben voyons, tu sais, c'est trop ou ben c'est, je sais pas, un événement quelconque ou que tu t'es dit, bah, tu sais, on est vraiment rendu là, ou... Je me rappelle à un moment donné, moi j'ai commencé donc à faire mes recherches sur l'Iran dès que je suis rentrée à l'université et je continuais à voyager en Iran et je me disais ben, il faut que je profite aussi de mes voyages pour nourrir mes recherches. Mhm. Donc même si j'étais pas dans une logique de recherche, quand j'allais en Iran, j'ai accumulé beaucoup de photos, d'images, même des discussions que je transcrivais. Je faisais ça pour moi, hein, Mhm. mais ça m'a beaucoup aidé justement dans mes recherches, dans ma compréhension finalement de la société iranienne. Et à un moment donné, sans faire vraiment attention, je m'intéressais à un moment donné à beaucoup tout ce qui est fresques murales, un peu cette culture des martyrs, un peu partout en Iran et principalement à Téhéran, tu as ces fresques en fait de ces martyrs, c'est tout le contexte de la guerre Iran-Irak pendant 8 ans, etc. Et donc j'étais très intriguée, je me disais, ben, il faut vraiment que je fasse un travail là-dessus, il faut que je fasse un travail de OK. recherche. Donc j'ai commencé à photographier en fait ces fresques-là. Et à un moment donné, je me rappelle, là j'étais pour le coup avec des amis, et là je leur dis, arrêtez-vous, arrêtez-vous sur l'autoroute, parce que là il y a deux, trois fresques que j'ai envie de photographier. Et mes amis, bon, ils sont pas fait attention, ils se sont arrêtés, je suis descendue de la voiture, j'ai pris des photos. Et là, je vois à un moment donné que mon ami se décompose et qui vient vers moi, mais avec une halte, en disant non, 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 Agnès, ne photographie rien, rentre dans la voiture, rentre dans la voiture. Et je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Il dit, mais ça, c'est le ministère des Affaires étrangères, c'est un ministère. Si tu fais une photo d'un ministère, il y a des caméras, ils vont nous arrêter en fait.
Et là, j'étais là, oh mon Dieu. Là, c'était Mmh. vraiment, je me suis rendu compte que, tu sais, j'étais pas dans un pays où je pouvais sortir ma caméra, Ouais. puis faire des photos comme ça, n'importe où, n'importe comment, tu vois. Donc voilà, ça, c'était des moments où quand tu arrives déjà à l'aéroport, je me rappelle à un moment donné, j'avais trop chaud, mon manteau était ouvert. Et là, tout de suite, ce qu'on appelle les sœurs de la police des mœurs dans l'aéroport, elle vient m'agresser verbalement en me disant ferme ton manteau, on est en République islamique ici. Et là, je lui ai répondu. Je lui ai dit, bah, j'ai trop chaud, je ferme pas mon manteau, tu vois. Donc là, j'étais non, ben non, tu sais, je venais d'arriver, j'avais la fatigue du voyage, puis faut pas oublier, tu sais, j'avais 16 17 ans, on est un peu Mmh. aussi rebelle dans ces Ouais. âges-là. Mais au-delà de ça, je lui ai répondu un peu au tac au tac en disant, bah, écoutez, non, je vais pas fermer mon manteau, j'ai trop chaud. Et mon père était, heureusement qu'il était là, Mmh. parce qu'il a dû intervenir en disant, elle est pas d'ici, elle sait pas. Mmh. Et moi, je le regardais dans ma tête, je dis, bah si, je sais très bien, mais... Ouais. Mais bon, voilà, à un moment donné, tu veux te révolter, et tu as le parent derrière qui essaye de... ou des amis ou de la famille qui essayent un peu de Ouais. te protéger, parce qu'ils disent, non, non, écoute, ça fonctionne pas, on n'est pas en Belgique ici. On n'est pas Ouais. dans un état de droit, en fait. On n'est pas dans un état de droit. Donc là, c'était tout ce travail-là que moi, je devais faire en disant, en Belgique, je me comporte d'une certaine façon, Mmh. personne ne vient me dire qu'est-ce que je dois fermer mon manteau ou pas. Mais en Iran, c'est une autre, c'est ce qu'on, comme on dit, c'est une autre game en fait. Mmh. C'est une autre société, c'est d'autres codes qu'il faut absolument maîtriser. Surtout si tu as la nationalité iranienne, parce que Ouais, en pour eux, plus. moi, j'étais pas belge, même si j'ai un passeport Mmh. belge, j'avais un passeport belge, j'ai toujours mon passeport belge, j'ai toujours ma nationalité belge. Pour eux, je suis née en Iran, j'ai un passeport Mmh. iranien, donc je suis iranienne et je dois me plier aux normes, aux codes, aux règles. OK. Voilà. Fait que tu été chanceuse de pas avoir autres conséquences Ouais, 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 que ouais, ouais. ouais. J'ai même apporté de l'alcool en Iran. J'ai apporté du vin, par exemple, à mes oncles. J'ai tellement d'anecdotes à te raconter. Mais oui, on a fait une petite gaffe. On a voulu faire plaisir à un oncle. On a apporté du vin en Iran. Et ce que j'avais pas calculé, c'est que quand tu passes dans le X-ray, on voit la bouteille. Donc là, on arrive, ça c'était un des derniers voyages d'ailleurs que j'ai fait en Iran. Oui, tu as raison, j'ai eu beaucoup de chance parce que si je mets un petit peu comme un morceau de puzzle les C'est ça. histoires, je me dis heureusement, je suis passée un peu, j'ai eu beaucoup de chance ou une bonne étoile ou que sais-je, mais oui, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance. Donc on arrive à l'aéroport pour finir sur cette anecdote-là de l'Iran. On arrive donc en Iran, on apporte, c'était un Bordeaux, je me rappelle en plus, un vin rouge. On apporte un Bordeaux parce que bon voilà, on voulait faire plaisir. Tu vois, c'est toute la contradiction dans ce pays. Dans ma famille, on a des grands amateurs de vin. Et OK. donc, pour vouloir faire plaisir à un oncle, on apporte cette bouteille de vin. On arrive à l'aéroport. Et là, j'avais pas calculé que quand tu arrives, parce que généralement, c'est quand tu sors que ta valise elle est contrôlée. Mais quand OK. tu rentres, je savais qu'on était contrôlé, mais je savais pas qu'il y avait aussi une machine, Mmh. enfin un X-ray où on peut voir. Donc là, j'arrive à l'aéroport. Ce voyage-là, j'avais fait avec ma maman. Et donc, on arrive à Téhéran, à l'aéroport de Téhéran. Et donc, je vois la machine un peu plus loin. Ma maman qui va voir la famille. Donc, elle m'abandonne un peu. Elle voit ses sœurs, elle m'oublie. Ouais. Elle va saluer la famille, elle va les voir. Et moi, je suis avec les deux valises. Et là, j'avance et je me dis, oups. Et là, je commence à réfléchir. Uh-huh. C'est comme, c'était en mode survie. Ouais. Et là, je dis comme, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Et là, le monsieur, je me rappelle toujours, c'est un barbu. On les appelle les Hezbollahi. C'est un peu, ça vient du Hezbollah, mais tu sais, c'est ce style, tu sais, une barbe qui est pas rasée depuis 3 jours. Et là, il sort sa tête et il me dit la valise rouge sur le tapis. Et là, je lui dis elle est trop lourde. Je peux pas la lever, elle est trop lourde. Et là, il me regarde un peu méchamment. Et il y avait des gens qui travaillaient dans l'aéroport, qui aidaient. Et un des messieurs qui travaillait là, c'était un Afghan. C'était un monsieur afghan. Et lui, comme il a vu que j'étais seule et que j'avais dit, ben, la valise, elle est trop lourde, il m'a aidé. Il a mis la valise sur le tapis. Et donc, la valise passe. Et là, ma respiration s'arrête.
Et il faut pas montrer aussi qu'on est Non, parce non, que, tu c'est sais, il ça. faut quand même que tu sauves la Ouais, face. Donc j'étais ouais. j'étais en mode survie, j'étais comme: «Mon Dieu, respire, on se calme, on est en mode, on contrôle, ça va aller». Et là, il ressort sa tête et il me dit: «C'est quoi la bouteille dans la valise?» Et là, moi, je réfléchissais en même temps. Alors je lui dis: «La bouteille, la bouteille». J'ai dit: «C'est de l'huile d'olive». Et là, il met un tag rouge sur la valise. Et quand ils mettent le tag rouge, c'est qu'il faut ouvrir la valise. Oh non! Et donc, il met ce tag rouge et il dit tu l'emmènes de l'autre côté. Et le monsieur afghan, j'oublierai jamais ce monsieur. Il a Mm. fait une chose qui a sauvé quasi nos vies, ou en tout cas, tu sais, on aurait pu avoir des coups de fouet, on Mhm. aurait pu être Ah. arrêté. Moi, j'aurais pu ne pas revenir en Belgique. Enfin, ça aurait pu être très grave, ce qu'on a fait quand même. C'était un peu inconscient d'avoir amené de l'alcool en Iran. Mais bon, voilà. Et ce monsieur afghan, il reprend ma valise de l'autre côté, il arrache le papier rouge, il met la valise sur la roulette, enfin sur le chariot, pardon, et il me dit: va-t'en. Mm. Et là, ma maman qui arrive entre-temps, et je dis: maman, donne-lui tout ce que tu as comme argent. Elle dit: je comprends pas. Je dis: on discute pas, il faut qu'on parte. Mhm. Donne-lui tout Oh, l'argent et on wow. s'en va. Et donc là, elle ouvre son portefeuille et lui glisse un petit billet. Et là, moi, je cours. Et là, il y avait toute ma famille qui nous attendait. Mhm. Et je leur disais: non, non, je peux pas vous dire bonjour, il faut qu'on parte d'ici. Ils ont rien compris, ils m'avaient pas vu depuis des années. Ils se sont dit: Ouais. elle est bien polie, cette jeune femme. Mais voilà, j'étais en mode survie. Donc Ouais. voilà, comment on a échappé justement au contrôle. Et puis Est-ce que ta voilà. mère savait que tu avais cette bouteille-là? Oui, oui, elle savait, Elle ça va. savait, Oui, OK. oui, oui, on était OK. deux mèches. Oui, oui, on était deux mèches. Et OK. puis, on avait fait tout un truc en disant: on met au milieu de la valise. On l'avait enroulé dans plein de papiers, dans des vêtements. Naïvement, on pensait que ça Ouais. allait pas se voir. On s'est dit: on va vraiment le mettre dans une position stratégique, même s'ils ouvrent la valise, ils peuvent pas voir. On n'avait pas vu en fait dans nos Mhm. voyages précédents qu'il y avait OK. cette fameuse machine où il y a le X, je sais même pas comment on appelle. Enfin, c'est ça, c'est la machine qui nous permet de voir à l'intérieur. Mhm. Et du coup, c'est ça. On n'avait pas calculé, c'était une erreur, mais on a eu beaucoup de chance. Ça, c'est certain. J'espère que ton oncle était content. Très content, très content. On a bien savouré ce vin. Je pense que ils Bien ont. mérité. Oui, oui. Après, ils n'étaient pas très contents dans le sens où ils savaient les Oui, risques. c'est ça. Donc, Ouais. ils nous ont dit: vous aurez jamais dû faire ça, Mhm. etc. Mais c'est ça aussi, c'est quand on mesure pas forcément l'ampleur ou les Ouais. risques d'un acte finalement aussi anodin, Mhm. d'amener un cadeau pour un membre de sa famille. Oui, on savait que l'alcool était interdit en Iran. Oui, on savait qu'on pouvait pas le faire. Mais bon, voilà, on s'est dit: bon, c'est pas si grave que ça finalement. Mais bon, on sait jamais. Parce que Mhm. finalement, dans ce pays, la loi n'est pas garant de sécurité. Donc, c'est pas comme si on pouvait dire: ben, j'ai droit à telle chose, ou je peux prendre un Ouais, non. avocat, ou je peux me défendre. Non, on n'est pas du tout dans ce genre de Ouais. registre. Mais c'est vrai qu'on a pris des risques. Mais belle dégustation de vin. C'est ce qu'il faut retenir de cette histoire. Là, tu parlais plutôt de peine de mort, parce que tu as parlé de coups de fouet, là. Mhm. Tu aurais pu peut-être Exact. avoir ça. Mm. Les peines de mort, est-ce que c'est quelque chose, tu sais, je veux dire, est-ce qu'ils le font d'une façon standard, que c'est toujours pareil, la peine de mort? Qu'est-ce qu'ils font, en fait? C'est souvent la pendaison. OK. Il y a même eu des pendaisons publiques. Puis même dans l'enceinte des prisons, il y a des pendaisons. C'est comme au OK. Moyen Âge. C'est assez... en termes d'image, là, si on veut Mhm. s'imaginer, on monte sur l'échafaud, puis c'est des pendaisons. Est-ce qu'il y a une limite d'âge pour... est-ce que, mettons, si t'es en bas de peu importe quel âge, t'as pas cette peine de mort-là? Malheureusement, non. Il y a eu des petites victoires où justement beaucoup d'avocats et d'avocates, justement pour les droits des enfants, de l'enfance, pour les droits des minorités, etc. Mais on a eu des cas malheureusement de peine de mort à l'encontre des personnes mineures. Puis là, ce que je comprends, c'est que ça arrive là, en ce moment, à Oui, cause des ça arrive. manifestations. Là, oui, oui, oui. Mais après, si tu veux, la peine de mort, oui, il y a une condamnation, mais parfois on tue ces jeunes gens
dans les On the manifestations. spot, ouais, c'est Tu ça. vois, on va les chercher. Tu vois, il y a eu des enfants qui sont morts depuis septembre 2022. Il y a eu des mères, il y a eu des pères, il y a eu des enfants qui ont reçu des balles, en fait, et qui sont morts, ou alors on les a frappés. Parce que souvent, on se rend compte aussi que quand cette police anti-émeute, quand la police intervient pendant les manifestations, à un moment donné, ils visaient les yeux. Donc, on a vu pas mal de personnes qui ont contesté perdre la vue parce que soit on vise les yeux. D'ailleurs, beaucoup de femmes ont perdu leur vision parce qu'elles ont vraiment reçu un coup ou en tout cas, elles ont été attaquées au niveau Aïe, aïe. facial et au niveau des yeux. Si c'est pas les yeux, c'est la tête. Et on a l'impression que quand on frappe la tête, il y a deux volontés. Soit c'est une volonté de tuer, soit c'est de rendre la personne handicapée, Mhm. c'est la paralysie. Dans les deux cas, si tu veux, c'est une manière aussi d'essayer d'exercer une forme de crainte, de créer cette peur-là ou ce Mhm. sentiment de menace. C'est de l'intimidation, en fait. Ouais. C'est de dire, ben voilà, si vous protestez, et c'est vrai qu'en Iran, quand tu protestes, tu mets ta vie en péril, tu sais pas si tu vas rentrer chez toi après une manifestation. Mm. Tu sais jamais, tu peux jamais le dire. Ouais. Et donc ça, c'est très problématique. Et surtout, cette volonté de toucher la tête, il n'y a pas 46 000 options. C'est une volonté de donner la mort ou de rendre la Mhm. personne, de créer une paralysie totale ou partielle. Mais au moins, tu vas empêcher que cette personne-là revienne manifester par après. Donc ça, c'est une autre manière de faire. Puis la peine de mort, d'ailleurs, l'avocate iranienne qui même, elle, a été condamnée et emprisonnée, et qui avait même fait le grève de la faim, elle n'a pas vu ses enfants grandir, cette femme, Nasrin Sotoudeh, une avocate iranienne très, très, très courageuse et militante pour les droits humains. Euh, Elle-même, en fait, elle a défendu, en tout cas, elle a tenté de défendre beaucoup de cas de personnes qui ont été en prison OK. en Iran. Et elle disait de la peine de mort, c'est sorti il n'y a pas très longtemps, je trouvais cette phrase très intéressante. Nasrin Sotoudeh disait que la peine de mort en Iran est un outil de répression. Mm. Et c'est dans ce sens-là aussi il faut le comprendre. Ouais. Si je me trompe pas, il y a une enseignante, je suis vraiment pas sûre de ce que j'avance, mais en 2016 ou 2017, une enseignante d'ici, de Montréal, qui Oui, était iranienne, oui, de puis Concordia, qu'elle a été enfermée là-bas pendant exactement. quand même 4 mois, je pense, 3 mois et demi, Oui, 4 mois oui, oui, environ. oui, oui, tout à fait. Est-ce que tu as déjà eu peur? Parce que, tu sais, t'es pas enseignante, mais tu sais, c'est quand même la vibe de... Tu sais, tu t'inspires de l'Iran, tu fais des conférences et tout ça. Est-ce que tu as déjà eu peur qu'il t'arrive le même sort à un moment donné? Écoute, c'est certain que, bon, j'ai pas envie de dire je vis dangereusement, mais c'est vrai que quand tu prends la parole dans l'espace public, Mhm. moi après, je suis pas militante et activiste politique, moi je fais de la recherche, je travaille sur l'Iran, j'ai aussi enseigné, j'étais chargée de cours, notamment à l'UQAM, je donne aussi des cours avec l'Université de Sherbrooke via l'Université du troisième âge, donc j'ai ce volet enseignement OK. et conférences. Mais c'est vrai que c'est jamais sans risque, surtout quand tu passes à la télé, quand tu fais même des podcasts, même et surtout à la télévision, quand tu passes à Mm. la télévision, etc. C'est certain que je prends des risques, mais en même temps, je pense pas que je suis la personne la plus influente qui soit pour ce gouvernement-là. Je Ils vont comprends. certainement aller viser plus des personnes, si tu veux, qui ont un pouvoir d'influence OK. et qui sont vraiment dans le militantisme. Pour revenir là à l'école, quand tu es arrivée en Belgique, là, ta première journée d'école, que tu as pu te mettre belle, puis te mettre comme tu voulais, toi, Mm. enfin, pour aller à l'école, comment c'était? Est-ce que tu te rappelles du petit feeling que... Je- Oui et non, dans le sens où j'y pense même plus, mais c'est vrai que j'étais très très intriguée d'arriver dans un autre monde.
C'était très, très différent. C'était, j'ai envie de dire, le choc des cultures, en fait. Ouais. Parce qu'évidemment, là, tu arrives dans une salle de classe où déjà, il y avait des garçons. Mhm. Je Ouais. trouvais ça intéressant que je puisse m'asseoir à côté Ouais. d'un garçon ou une fille. En tout cas, cette mixité, j'aimais beaucoup. Euh, ouais, oui, bah, écoute, la liberté, tu n'es pas très conscient à ces âges-là. Tu sens les choses, tu fonctionnes par intuition, tu fonctionnes par sens. Après, c'est certain que je voyais la différence, mais c'est surtout que j'ai réalisé beaucoup plus, longtemps après, enfin longtemps OK. après. Je te dirais que où j'ai vraiment une crise, quelque part un peu, j'ai envie de dire, identitaire, Mhm. c'est vraiment à l'adolescence. C'est vraiment... Et c'est pour ça peut-être que je travaille sur l'Iran. Parce que si on fait un peu de la psychanalyse, finalement, tu te cherches. Moi, j'ai toujours travaillé sur l'Iran depuis que j'ai commencé à faire des études universitaires. Je me nourris de films, de littérature, de poésie. Je regarde tout ce qui se passe en Iran, je regarde les médias, je regarde les infos. Je suis tout le temps en contact avec les gens là-bas. Toutes mes recherches ont porté sur ça. Puis initialement, est-ce que tu cherchais à comprendre pourquoi eux étaient si différents, mettons, de la Belgique? Pas tant ça, où en fait il y avait un sentiment de révolte et c'était où je voyais l'injustice entre les deux mondes. Je culpabilisais en fait. Je me disais, moi je suis en Belgique, je suis Mhm. libre, je peux aller en boîte de nuit, je peux boire de l'alcool, si j'ai envie, bon, en Belgique tu peux boire de l'alcool à partir de 18 ans, je pense. Enfin, on n'avait pas de restrictions, mais je me disais, moi, si à 22 ans, 23 ans, j'avais envie d'aller prendre un verre de vin ou une bière avec un copain, une copine, dans ces années-là, Mhm. moi, je culpabilisais. Et je me disais, des gens de mon âge perdent la vie en Iran parce qu'ils ont créé un blog, parce Ouais. qu'il y en a une, elle a eu des propos féministes, l'autre, elle n'a pas bien porté le voile, un autre a participé à une manifestation. Puis moi, je culpabilisais vraiment. C'était vraiment le sentiment de culpabilité et de très vite me rendre compte des injustices en Iran. Je me disais, mais c'est injuste pour cette jeunesse-là de ne pas pouvoir vivre leur jeunesse. Et moi, je peux la vivre, mais quelle Mhm. honte! Quelle honte! Moi, je peux faire ce que je veux. Je me sentais vraiment, c'était ce sentiment-là qui m'a beaucoup habité pendant longtemps. Fait que tu l'as fait dans le but que les autres sachent qu'est-ce qui se passe. Tu sais, c'était quoi ton but derrière ça, mettons? C'était souvent ça. OK. Je me disais, il faut que le monde sache. OK. Moi, j'ai pas attendu la mort de Mahsa Amini pour parler de l'Iran. Mhm. Si on regarde mes publications, si on regarde mes recherches, j'ai toujours dénoncé la peine de mort, les manquements aux droits humains, toutes ces injustices en fait que ce peuple vit. Donc oui, c'est comme si, enfin, je sais pas si j'ai jamais dit, tu as une mission dans la vie, il faut que tu fasses ça, mais quelque part, Ouais. je me disais, si tu as la possibilité de faire de la recherche et de faire comprendre ce qui se passe en Iran, de faire même savoir qu'est-ce qui se passe en Iran, Mhm. c'est déjà peut-être une mini-victoire. C'est une petite brique, Ouais. c'est une petite contribution qui est apportée à l'édifice, mais cet édifice, on va tous la construire ensemble. Moi, Mhm. encore une fois, je suis le représentant de personne et je ne peux pas parler au nom d'un peuple. La seule chose que je peux faire, je pense que la seule chose que j'ai compris très vite, c'est qu'il faut que je m'auto-éduque. C'est le self-education. OK. Il faut que je m'auto-éduque. Il faut que j'apprenne comment les choses fonctionnent pour ensuite être dans la transmission. Et ça, je l'ai compris, j'ai envie de te dire, j'avais peut-être 19-20 ans. OK. Euh, J'imagine que tu as compris aussi que toi, tu pouvais avoir une voix que eux ont pas parce qu'ils peuvent pas parler de rien, j'imagine. C'est comme tu dis, ils peuvent pas exact. avoir de blog, c'est ça, de blog. Là, est-ce que l'Internet est coupé? Ça se peut-tu? Parfois, ils coupent l'Internet. Non, il y a des blogs qui existent, il y a des sites qui existent. Les Iraniens sont très, très actifs sur les réseaux sociaux. On peut OK, parler, c'est une génération 2.0. Par contre, il y a toujours un risque c'est ça. d'être arrêté. La censure, évidemment, il y a une censure étatique qui est omniprésente. Après, au-delà de la censure, ce qui est très problématique, c'est aussi l'autocensure. Ça, j'ai envie de dire, c'est un peu même plus grave que la censure elle-même parce qu'on va s'empêcher de parler, on va Mhm. s'empêcher de dire des choses par peur de représailles, ce qui est aussi très légitime. Ouais. Mais c'est vrai que je me suis dit, si toi tu peux parler, et surtout aussi le fait de parler une autre langue, parce qu'on n'est pas
tant de personnes à travailler, surtout au Québec, sur l'Iran en français. Il y a des très, très, très bons chercheurs aux États-Unis. Il y a aussi des très, très bons chercheurs au Canada, mais qui vont faire de la recherche dans la langue de Shakespeare. Le fait que de parler la langue de Molière et d'être très francophile et d'être très francophone et de pouvoir faire ce pont entre des pays, des villes francophones et Mhm. l'Iran, je trouvais aussi que ça, c'était intéressant parce que ça ne se fait pas beaucoup. Ouais. Et je trouvais que c'était aussi important le fait de pouvoir m'exprimer dans une autre langue. C'était comme si j'avais un autre outil à ma disposition. Parce que la culture iranienne, c'est une culture du non-dit, de la métaphore, de la poésie. Mais il faut maîtriser la langue pour pouvoir essayer de traduire ça. Parce que c'est pas juste des mots, c'est toute une interprétation qu'on fait d'une Mm. culture et d'une approche. Donc voilà, moi, c'était un petit peu ce qui m'animait, c'était de me dire, ben voilà, comme tu disais, éventuellement, même si je veux pas être le représentant de personne, ou en tout cas, j'ai pas cette prétention de représenter le peuple iranien, je me dis, mais je peux quand même parler des choses qui posent Ouais, c'est problème. Je ça. peux quand même parler des enjeux sociopolitiques. Je peux parler du quotidien des Iraniens pour qu'on sache au moins qu'est-ce qui se passe dans ce pays. Et c'est justement, on en parlait un petit peu des stéréotypes, des clichés. C'était aussi un petit peu d'aller un peu à contresens de ça, de dire il faut un autre regard, une autre vision. Mm. Il faut qu'on sache que dans ce pays, c'est pas que le désert, c'est pas que la femme voilée, on n'est pas que des victimes. Il y a une culture très riche, il y a une histoire très très riche. C'est un peuple très créatif, c'est une génération 2.0 qui sont très très à l'aise sur les réseaux sociaux. Euh, donc voilà, c'est tout ça que j'avais Mm. envie en fait de montrer, ou en tout cas une tentative. C'est plutôt une tentative d'essayer de faire quelque chose. Puis je pense que tu as dit qu'est-ce que nous, on peut faire, parce qu'on peut malheureusement pas faire grand-chose. Je pense que le mieux qu'on peut faire, c'est de partager l'information puis d'en parler le plus possible, je crois. Selon toi, Exactement. c'est ça? OK. C'est ça, et puis tu sais, moi je trouve que le Québec est quand même un endroit extraordinaire. Le fait que je puisse moi personnellement donner autant de conférences et de Mhm. cours sur l'Iran, et qu'on m'ouvre cet Ouais. espace-là, parce que tu sais, quand l'Université de Sherbrooke, l'UQAM, l'Université de Montréal, j'ai fait aussi les belles heures avec l'Université de Montréal, quand tu as des espaces comme ça qui t'invitent, les podcasts, ou même ce que toi tu es en train de faire en ce moment, peut-être que tu te rends pas compte, mais c'est énorme dans le sens où on va parler de l'Iran à des gens qui ont peut-être qui savent pas qu'il Mhm. il y a des femmes, il y a des hommes, il y a une jeunesse qui se bat pour sa liberté, qui veut une laïcité en Iran, qui défend les mêmes valeurs qu'on défend ici. J'aime aussi beaucoup ce côté très universel du côté iranien. C'est-à-dire qu'à la fois, c'est un pays très singulier et il y a une singularité, mais à la fois qui touche des questions qui viennent nous chercher aussi. Je Ouais. veux dire, tu sais, juste ce dialogue entre le féminisme iranien et le féminisme québécois, il y a tant de choses à dire. Les femmes aussi, ici, elles sont battues pour leur Mhm. émancipation, elles se sont aussi battues pour leur éducation. Et tu dis, mais finalement, oui, il y a des différences, oui, c'est pas le même contexte, oui, les histoires sont différentes, mais les valeurs sont communes. Il y a des points communs. Et je trouve que le commun, c'est intéressant le commun, parce que le commun, c'est ce qui va faire aussi qu'on va être dans la rencontre avec l'autre. Ouais. Et finalement, on a envie de dire, mais en fait, c'est ce que les femmes iraniennes défendent en Iran. Oui, il y a la question des droits des femmes, mais elles vont rejoindre la question des peuples. Et elles vont même aller au-delà. Elles défendent en fait ce qu'on a de plus humain. Et je pense qu'au Québec, en France, en Belgique, on doit tellement, même encore aujourd'hui, se défendre. Parce qu'il y a eu des acquis, mais c'est pas éternel. Mais non, c'est ça Moi, qui je le fait sais peur. parce que mes parents ont vécu une révolution. Moi, j'ai vécu la guerre. Moi, j'étais en Iran quand il y a eu la guerre entre l'Irak. Euh, et je sais que c'est un cadeau. On est des privilégiés. On est de fait de vivre dans la paix. Mais ça ne va pas rester tout le temps comme ça. Il faudrait qu'on se batte. Il faut qu'on la protège, en fait. Mhm. Ces valeurs démocratiques, la laïcité dans l'espace public, la paix sociale, l'ouverture, la tolérance. C'est jamais fini en fait. Ces Ouais. combats-là, on les a, tant mieux, mais je pense qu'il faut les préserver maintenant. Et Mhm. il faut vraiment faire attention à pas les perdre. Et je pense que peut-être que les femmes iraniennes, indirectement, nous font ce rappel-là, en disant attention.
Attention, parce que c'est pas acquis en fait, c'est jamais acquis. Non, puis c'est ça qui m'a fait le plus prendre panique un peu. Tu sais, quand j'ai écouté ton premier podcast, euh, c'est justement ça, c'est le non acquis de la chose, parce que là, depuis tantôt qu'on parle du fameux 44 ans, mais avant ce 44 ans-là, c'était pas si drastique que ça. Tu sais, comme là, ils ont régressé tellement, puis ça me fait peur tu sais, comme là, juste à côté aux États-Unis, là, c'est l'avortement. Absolument, ouais. Fait que quand je me mets à penser à ça, à tout ce qu'on a d'acquis, mais que finalement, en une fraction de seconde, ça peut Ça peut changer. partir, c'est épeurant. C'est vraiment épeurant. C'est épeurant et puis c'est aussi une prise de conscience. C'est déjà avoir cette prise de conscience de dire ah oui mais ça peut arriver. Ouais. On est déjà dans un éveil en fait. Et il faut qu'on soit éveillé. Il faut que collectivement on s'auto-éduque. Il faut que collectivement on soit éveillé. Il faut qu'on fasse attention à nos acquis. Et oui, avant la Révolution, par exemple, je peux te donner justement le cas de ma famille. Quand je regarde par exemple les albums de famille, quand je regarde la photo de mes parents, de mes tantes, de ma propre maman qui est en bikini sur la plage, je me dis, mais vous avez vécu dans un autre monde. Ouais. C'était pas. Est-ce que c'était l'Iran? Mes parents ils disent, oui, oui, là on est à la mer Caspienne, là on est au nord, là on est dans telle région, là on est dans telle ville, là on est à Téhéran. Et je leur dis, mais on n'a pas habité dans le même pays, en fait, j'ai l'impression. C'était deux mondes différents, parce que c'est vrai que, bon, après, sous l'époque du Shah, tout n'était pas parfait. C'était aussi un roi autoritaire. Il y avait quand même la SAVAK, qui était la police politique. Il n'y avait pas vraiment, il n'y avait pas de pluralisme politique. On ne pouvait pas parler vraiment de démocratie. Ceci étant dit, où le Shah avait mis beaucoup l'accent, aussi bien le père que le fils, dans la dynastie des Pahlavis, c'était sur la question de l'éducation. Ils ont beaucoup investi dans l'éducation. La première université moderne du pays a été faite en 1935 par le père Pahlavi. Donc, je me dis aussi, c'était quand même une dynastie, enfin, c'était des monarques qui étaient peut-être, il y avait des tendances absolutistes, mais au moins, c'était des gens qui mettaient l'accent sur l'émancipation des femmes, sur l'éducation. Ben oui. Et ils disaient que pour que justement l'Iran puisse devenir un pays moderne et industriel, il faut que ce soit un pays qui s'inspire de ce qui se fait ailleurs. Ils ont amené les Belges pour faire les autoroutes en Iran, ils ont amené les Suédois pour faire le chemin de fer, ils ont créé en fait un réseau ferroviaire, ils ont investi dans les routes. Il y a beaucoup de choses qui se sont faites à l'époque du Shah, où on pense que en fait là on dit ben oui les Iraniens sont un peuple très éduqué, vous êtes tous des universitaires, l'éducation est très important dans votre culture, mais c'est parce que les générations d'avant ont fait leur travail. C'est pas la République islamique qu'il faut féliciter. Mais non, c'est ça. En fait, j'ai envie de dire, c'est un peu les Pahlavis, parce que les Pahlavis ont mis l'accent sur l'éducation et sur la question d'émancipation des femmes. Faradiba elle-même était une femme éduquée. Elle a fait ses études à Paris. D'ailleurs, elle a un très bon français. Ils parlent tous, c'est tous des francophones et francophiles. Ils ont fait leurs études à l'étranger. En Iran, elle a beaucoup soutenu les artistes. Ça a été une des premières mécènes de l'art contemporain en Iran. Donc déjà, elle, dans son identité et qui elle était, elle représentait cette femme moderne et émancipée. Et puis il y a eu la Révolution. Oui, malheureusement. Et tout a changé. Ouais. Et le terme que tu as utilisé, régression, je trouve que c'est un des termes les plus justes et les plus adéquats pour décrire qu'est-ce qui s'est passé. Ce pays a régressé, j'ai envie de dire, on a reculé 50 ans en arrière. Ouais. Juste l'image de ta mère en bikini sur le bord de l'eau, tu sais, ça... Juste cette image-là veut tout dire versus aujourd'hui, comment les femmes sont là-bas. Exact. C'est, je pense, l'image la plus forte de régression qu'on peut pas, tu sais, on comprend tout de suite, là, à quel point Absolument. ça a régressé. Puis souvent dans mes conférences, tu sais, quand on parle de Mahsa Amini, quand on parle aujourd'hui de la révolte des femmes en Iran depuis 2022 jusqu'à aujourd'hui, je leur rappelle en disant, mais vous savez, un des premiers acteurs dans la société iranienne à avoir critiqué
le gouvernement, la République islamique d'Iran et euh, un des premiers groupes à s'être révolté contre le code vestimentaire, c'était les femmes. On a aujourd'hui des photos d'archives. Moi, je montre les photos de ces archives-là pendant mes conférences. En 1980, les femmes venaient avec les pancartes liberté, égalité, c'est notre droit. On ne veut pas du voile islamique. C'est écrit sur les pancartes. Ça faisait partie de leur slogan. Ouais. Et finalement, tu vois, tu retrouves le mot, cette demande de liberté en 1980, donc quelques mois après la révolution et le changement de régime. Ouais. 44 ans après, tu retrouves quasi les mêmes mots, les mêmes slogans. Ouais. Encore la liberté qui Et revient. encore la liberté qui revient. La liberté de choix, surtout, c'est ce qu'elles veulent, c'est qu'on leur donne le choix. C'est ça, je m'en allais dire, parce que c'est pas tant le voile le problème, c'est qu'ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le ceux choix. qui veulent le porter, Non, fine, c'est c'est ça. correct, mais ceux qui veulent pas, Ils n'ont pas le choix de rentrer à l'université, il faut passer des concours d'entrée très difficiles, ils ne peuvent pas porter ce qu'elles veulent, elles ne peuvent pas étudier les études qu'elles veulent. Après, il y a aussi toute la situation socio-économique qui est quand même désastreuse, un gros taux de chômage chez les jeunes, chômage endémique, une inflation galopante, une paupérisation de la société, une dévalorisation de la monnaie nationale. Tu prends n'importe quel bout de cette société, mais il n'y a rien qui va. Il n'y a pas de sécurité sociale, il n'y a pas d'aide, il n'y a pas de subsides. La gestion de Covid, l'Iran a été un des derniers pays à être vacciné. Ils n'ont pas eu de vaccin. Il y a des médicaments en Iran qu'on ne peut pas avoir à cause du boycott. Mais tu sais ça, dans la vie de tous les jours, là, quelqu'un qui est malade et qui ne peut pas avoir accès aux soins, c'est ça en fait qu'on reproche aujourd'hui au gouvernement, c'est de dire vous n'êtes pas un gouvernement responsable, vous n'avez pas rempli votre part du contrat social. Il y avait un contrat social, même dans les régimes les plus autoritaires, tu donnes ta représentativité en contrepartie d'un minimum de bien-être et de garant de sécurité. Un État doit garantir un minimum d'état de bien-être et un minimum de sécurité. Les Iraniens disent mais on n'a pas de sécurité, on n'a pas de bien-être. Vous n'avez pas rempli votre part du contrat, vous êtes plus légitime. Et c'est justement, tu sais, moi je te disais, j'avais fait une mémoire de fin d'études sur la question de la légitimité. Moi, j'ai fini la conclusion de mon mémoire en disant ce pays va être confronté à un problème de légitimité. J'ai écrit ça en 2005. On est en 2023. Ça passe vite, hein, mais voilà, je pense qu'on est vraiment là. On est dans un pays qui n'est plus légitime à gouverner. C'est ça le procès aujourd'hui que la population iranienne fait à l'État. C'est en finissant, un de tes plus beaux souvenirs de l'Iran, ça serait quoi quand tu y repenses? Les odeurs, les goûts. C'est tout. Pierre Bourdieu disait, tu sais, le goût, c'est une construction sociale. et on forme en fait nos sens et notre tout ce qui est de l'odorat, etc. Moi, comme j'ai grandi en Iran, c'est tout ça. C'est l'odeur de la pluie sur la terre sèche. On expérimente rarement en Belgique l'odeur de cette pluie parce que c'est toujours humide. Mais quand tu es dans des zones arides, le parfum de la pluie sur une terre sèche, elle est incroyable. C'est parfois aussi bête que ça, j'ai envie de dire. Peut-être que ça peut être même stupide, mais moi, c'est les odeurs. Ben non, c'est les goûts, c'est les goûts des fruits, la cerise, la pêche. J'ai jamais mangé des fruits que j'ai mangés en Iran. L'odeur du concombre et de la tomate est quelque chose d'autre en Iran. Je souhaite que les gens expérimentent cette expérience gustative parce que les fruits que tu manges en Iran n'ont rien à voir. J'ai jamais mangé, même dans des pays méditerranéens, en Italie. J'ai cherché, pendant mes voyages, je cherche à revenir sur ces senteurs, sur ces sensations. Même si c'est le même type de fruit, tu sais, c'est ça qui est bizarre. Hein? Pas le même parfum, pas le même goût. Ouais, c'est beaucoup tout ce qui est au niveau des sens. C'est ça mes plus beaux souvenirs, de voyager du nord au sud du pays, de voir toutes ces cultures. C'est un pays de contraste, c'est un pays, c'est une mosaïque de peuples. Donc tu sais, quand on voyageait en Iran, ça c'est aussi un de moi qui aime le voyage, mais je me considère comme une nomade.
quand tu voyages en Iran, tu as l'impression que tu voyages dans 1000 pays, dans 1000 couleurs, dans 1000 cultures. Il y a des cultures très très riches, tu sais, la culture kurde. Les Kurdes ont une culture, mais incroyable. OK. Leur cuisine, leur musique. Tu sais, la musique en Iran, elle est incroyable. Du nord au sud, tu as des sonorités. Donc voilà, ça revient au sens, hein, Mmh. mais tout ce qui touche les sens, la musique, l'art, des couleurs, c'est ça mes meilleurs souvenirs. Mmh. Et très contrasté. C'est ce contraste aussi en Iran qui est très impressionnant. Voilà les souvenirs qui ont habité mon enfance. Je trouve ça désolant parce que tout ce que tu me dis là, dans les 2 dernières minutes, j'ai vraiment le goût d'y aller. Oui, je sais. Je donne toujours cette impression-là Tu sais, fait que je trouve Ouais, ça plate, Colin, ouais, que ça soit si, tu ouais. sais, Oui, c'est parce que je sûr. pourrais jamais aller, tu sais, jamais je vais prendre le risque d'aller là-bas puis Non, d'aller non, tout non, voir c'est qu'est-ce que tu sûr, me c'est parles, tu sûr, sais, non, fait non. que je trouve ça me désole, je trouve Ouais, ça plate. beaucoup d'Iraniens disent, tu sais, quand le régime va changer, on va tous repartir en Iran, on va tous repartir. Et c'est vrai qu'il y a ce désir de repartir Hmm. dans le pays, mais une fois qu'ils seront plus là, une fois que ce Ouais. gouvernement sera plus là, et c'est ce que je souhaite. Mais c'est vrai, tu sais, j'ai une de mes conférences. Une jeune fille m'a écrit une lettre. D'ailleurs, je reçois parfois des lettres après mes conférences et c'est très très touchant, un petit peu à la lumière Ouais, de ce que ouais. tu m'as écrit. Mais il y avait une jeune femme qui est venue à une de mes conférences et qui est partie en Iran. Une jeune femme québécoise, je dirais pas son prénom par respect de la vie privée, mais ça m'avait beaucoup touchée. Et pour rassurer tout le monde, elle est revenue sain et sauve et elle a eu aucun souci. Mais elle me disait que ça a été un de ses plus beaux voyages. Elle avait fait ça, je pense que c'était dans les années. À quel moment je l'ai rencontrée? C'était en 2011, 2012, je OK. pense. Et elle est partie, je pense, quelques mois après en Iran. Hmm. Et c'était un des voyages les plus marquants. Donc oui, il y a des risques à aller dans ce pays, mais c'est vrai Ouais. qu'il y a le tourisme qui existe. J'ai des amis québécois, des amis français qui ont voyagé en Iran et ils me disent souvent que c'était un de leurs plus beaux Hmm. voyages. Mais je ne conseillerais pas. Non, c'est ça. Ça en vaut pas la chandelle dans le sens où aujourd'hui on est dans un contexte quand même très très difficile. Mhm. Et c'est vrai que tous les gouvernements, si vous allez sur le site des affaires étrangères, des relations internationales belges ou canadiennes, l'Iran est sur la liste rouge des Ouais, pays c'est à ça. ne pas y aller. Mais c'est vrai que ça reste malgré tout. Si on met 2 minutes de côté le gouvernement, sa répression, Oui. les manques aux droits humains, le pays est un pays Ouais. intéressant historiquement, Ça a vraiment l'air beau. culturellement. C'est aussi un peu le foyer, j'ai envie de dire, de la civilisation. La Perse, la Perse antique, les premiers Homo sapiens sapiens, c'est la Mésopotamie, c'est le foyer de la civilisation. Ouais. Donc, on est tous concernés par Mm. cette partie du monde. L'Iran n'appartient pas aux Iraniens. Ce pays et sa richesse, le patrimoine culturel, matériel et immatériel, ça appartient à l'humanité. Mhm. J'espère de tout mon cœur que ça va changer. J'espère vraiment beaucoup, je leur souhaite. Je leur souhaite aussi. Et j'espère que le podcast sera écouté en grand nombre pour partager cette histoire terrible mais belle en même temps. Merci de donner cette occasion de pouvoir Ben parler de l'Iran. C'est rare que je parle de mon enfance. Je pense que c'est peut-être une des rares fois où j'ai la oh, possibilité de ok. parler de mon enfance. Et même en te parlant, les images me reviennent. Donc, merci pour ce beau moment. Ben, ça me fait plaisir. Merci à toi énormément. Puis, est-ce que tu veux rester avec moi pour un petit segment supplémentaire sur Patreon? Oui, avec plaisir. Mais oui. Good. J'ai une petite question là, d'un, ben, je suis pas un fan, mais de quelqu'un de l'extérieur pour D'accord. toi. Donc, je vais te poser ça. Très Et bien. des petites questions en rafale, là, super Avec faciles. plaisir. Je suis là pour ça. Cool. Merci beaucoup, Annie. Merci à toi. Merci à toutes les personnes qui nous écoutent. Bye. À bientôt.